Bonjour à tous. Bon lundi. Deux, trois petites choses avant de commencer. Aujourd'hui, le cours ne sera pas très long parce qu'on finit contrôle post-prothétique. C'est pas la semaine prochaine, on va avoir des nouvelles notions, mais on fait juste terminer aujourd'hui ce qui a trait au contrôle post-prothétique. Il y avait Roxane, entre autres, Bernier, qui m'avait posé la question la semaine passée si on était pour revenir dans les entrevues qu'on fait en contrôle post-prothétique. Qu'est-ce que devrait contenir notre questionnaire, notre rencontre, comment aborder tout ça? On va le voir aujourd'hui, ce qui va vous permettre comment je pourrais vous dire ça, de savoir un petit peu à quoi vous attendre et de quelle façon on peut le modeler, c'est-à-dire que comment on accueille le patient. Donc, on sait comment on accueille le patient. Je veux dire, comment diriger l'entrevue, surtout en conséquence des réponses que le patient va faire. Et bon, il y a certains patients, puis on va le voir un petit peu plus tard, certains patients où le contrôle post-prothétique va bien, bien, on ne reste pas 30 secondes avec le patient, bien, tout va bien, merci beaucoup, bonjour, puis vous reviendrez dans 6 mois. Alors que s'il y a des patients, des choses à corriger, s'il y a des patients qui, lorsqu'on leur voit en contrôle post-prothétique 2, il y a encore des choses à corriger, puis on le voit en contrôle post-prothétique 3, bien là, à un moment donné, il faut comme recentrer le patient là, par rapport à ses attentes, par rapport à ce que la prothèse peut lui donner, parce que des fois, il y a des patients qui vont être insatisfaits, puis on ne peut quand même pas, à un moment donné, de voir des patients au contrôle post-prothétique 7, c'est comme s'il va être toujours, soit qu'il va être insatisfait, soit qu'il va avoir encore des problèmes à régler, mais ça se peut qu'on ne soit pas capable de les régler. Donc, on va voir ça aujourd'hui. Donc, comme je vous disais, le cours là, va être beaucoup plus court. Le cours va être beaucoup plus court. Je vous en parle tout de suite. Pour ceux qui n'ont pas remis leur premier rapport, ça va être à faire aujourd'hui, au plus tard à 18 h. S'il y en a d'entre vous qui ont fait le deuxième rapport suite à la correction du premier et qui veulent me le remettre, gênez-vous pas. Il n'y a pas vraiment de problème. Juste vous rappeler également, puis j'ai laissé une diapo dans le cours, l'examen final théorique est le 17 mai, ça vous le saviez. Je ne sais pas si vous avez vu dans vos horaires d'examen, il est à 13h30. Donc, il n'est pas à 8h le matin, il va être le lundi quand même, mais à 13h30. Donc, pour ceux qui auront des demandes au service adapté, vous pouvez les faire, ce n'est pas un problème, mais prévoyez que l'examen va être à 13h30. C'est un examen à distance, donc on n'a pas de locaux compte tenu il y a quelques semaines de l'explosion des cas de la COVID à l'intérieur de la région du Bas-Saint-Laurent. Donc, les examens pratiques se font en présence. Donc, notre examen pratique final se fait le 10 mai, selon l'horaire de vos laboratoires, soit midi ou 15 h. Et l'examen final va se faire le lundi 17 mai à 13h30. Aussi, vous rappelez que la semaine prochaine, ça va être notre dernier cours, ça arrive vite, notre dernier cours. Le 3, on va faire de la révision. Vous allez avoir un laboratoire. Le 10, c'est l'examen final. Il n'y aura pas de cours théorique le matin. Mais si jamais vous aviez des questions, moi, je vais me brancher à partir de 8 h. Donc, si jamais vous voulez vous brancher, si jamais vous voulez prendre le temps plutôt de dormir, de faire d'autres travaux, d'étudier d'autres choses, de faire ce que vous voulez. Donc, le 10 au matin, il n'y aura pas de cours. Ça va être une période libre. Là. Si vous avez des questions, vous pouvez vous brancher quand vous voulez. Ce n'est pas vraiment un problème. Moi, je vais être là à partir de 8 h. Dans l'après-midi du 10, ça va être l'examen pratique final, selon vos heures de labo. Et la semaine suivante, il n'y aura pas de séance à 8 h. Le 17, on est dans la semaine d'évaluation. C'est pour ça que le 10, il n'y a pas de cours. Le 3, on va faire une révision. Le 10, ça va être une période libre si jamais vous avez des questions, mais le 17, il n'y aura rien à 8 h le matin. Probablement que vous avez d'autres examens, peut-être. C'est tout dépendant comment tout ça a été fait par le cégep. Fait qu'il y a pas. Si jamais vous avez des questions, évidemment, Colnet fonctionne toujours, ce n'est pas un problème. Mais l'examen final, 13h30, le 17. Ça va pour ça? Excellent. Je vois des têtes, je vois que vous hochez du bonnet. C'est bon, excellent. Donc, le cours d'aujourd'hui. Donc, aujourd'hui, le cours 10.
Ça fait quand même 10, ça fait quand même 12 semaines, là, 12, ouais, ça fait 12 semaines, 13 avec la relâche. Là. La relance, là, c'est pas, ça achève. Je sais que plusieurs d'entre vous peuvent être fatigués. Suivre les cours à distance, en ligne, faire les labos et tout ça, ça demande il y a un certain épuisement. Peut-être que plusieurs d'entre vous travaillent aussi, tout ça. Je sais que ce n'est pas évident. La session n'a pas été évidente pour personne, je le comprends très bien. Ça achève, il reste un petit coup à donner. Je vous dirais, je vous encourage puis vous arrivez, vous êtes à la fin de la 2e année. L'an prochain, 3e année qui commence, c'est comme vous profitez de l'été pour vous reposer comme il faut. Honnêtement, on n'a aucune indication. Est-ce que tout va être en présentiel? Est-ce que ça va être encore hybride à la prochaine session? On n'a aucune espèce d'idée. En passant, je me fais vacciner à la fin avril. Je suis assez vieux pour ça. C'est pas. Fait que je me fais vacciner à la fin avril. Fait qu'on va. J'imagine que si les promesses sont tenues et que la majorité des gens qui auront voulu un vaccin seront vaccinés d'ici le 24 juin, bon, mettons début juillet. Je ne sais pas si vous avez remarqué, le gouvernement du Québec donne tout le temps le 24 juin comme une date mythique, machin. Parce que c'est la Saint-Jean-Baptiste, parce que ça peut être le 7 juillet aussi, ça peut être le 20 juin. C'est bizarre qu'on s'arrête à des dates. Oui, on a congé cette journée-là, mais c'est comme avec la quantité que Moderna et Pfizer nous livrent ou nous livrent pas, ça dépend. Peut-être pas certain au 24 juin, mais en tout cas, si ça nous permet d'avoir un présentiel plus grand à la prochaine session, ce qui ferait probablement du bien à tout le monde, puis qu'on lâche un peu nos écrans, ça pourrait être plutôt bénéfique pour tout le monde. Mais on ne sait pas comment tout ça va se passer. C'est difficile de planifier d'avance une semaine, fait qu'on va y aller au fur et à mesure. Donc, aujourd'hui, cours 10. Comme je vous disais, le cours va être pas très long en soi. On finit le contrôle post-prothétique. Et en passant, le laboratoire cet après-midi va être à la même teneur que celui de la semaine passée. C'est-à-dire que je trouve important, vous allez avoir 2 autres patients, un peu la même chose. Quel type de correction vous allez faire à la sensation auditive? Donc, ça va être quand même important. Et qu'est-ce que vous pourriez faire lorsque le patient revient à son contrôle? Surtout pour vous habituer, si vous vous rappelez, je vous avais dit que c'est important par rapport aux instructions qu'on donne aux patients, de le répéter souvent pour pouvoir les maîtriser correctement. Donc, je trouve que c'est important d'avoir encore un autre laboratoire, mais pour donner l'instruction, pour être sûr de vous approprier le vocabulaire correctement. Donc, ça demande quand même une pratique, d'autant plus que la prochaine fois que vous allez pratiquer le contrôle post-prothétique va être en pré-stage et vous allez le pratiquer 1 fois ou 2. Puis après ça, vous allez tomber en stage. Donc, profitez de cette occasion-là pour pouvoir bien maîtriser les instructions que vous allez donner. Donc, on va faire un retour sur la mise en situation, les 2 mises en situation qu'on avait la semaine dernière en laboratoire. Et on va voir donc la suite et fin du suivi post-prothétique, modification et reprogrammation. Donc, l'espèce de guide de troubleshooting, c'est-à-dire le patient me dit qu'il y a tel problème, on va appliquer telle solution. Évidemment, ça se pourrait qu'on ait des solutions autres, mais d'emblée, de façon générale, ce type de correction-là, dans peut-être 95% des cas, nous apporte la solution qu'on va rechercher. Donc, si on revient, le retour en situation dans le laboratoire, le patient 1, qui était Mme Pas Facile, j'aurais pu l'appeler Mme Blouin, j'aurais fait pareil. Donc, aux sensations auditives, la personne qui jouait le rôle de la patiente donc, disait que la voix conversationnelle était métallique et que la voix forte était inconfortable. Au suivi post-prothétique, la prothèse auditive, c'était un RIC avec un dôme ouvert, le port était régulier, les prothèses étaient confortables. Le dôme tombe sans cesse de votre oreille, donc vous avez peur de perdre votre prothèse auditive, qui était quand même quelque chose qui était important. Donc, il faut se rappeler que l'ajustement aux sensations auditives se fait suite à l'ajustement de nos prothèses auditives. Tout de suite, lorsqu'on a fait notre ajustement aux cibles, on vérifie les sensations auditives avec la voix faible, la voix normale, la voix forte, ou on frappe dans les mains, on froisse du papier énergiquement. Au suivi post-prothétique, donc, le type de prothèse auditive qu'on a utilisé, on vérifie si le port est régulier, donc soit que le patient nous le dit ou on vérifie au data logging, on vérifie le confort. On vérifie également la rétention, donc s'il y a des problèmes par rapport à ça. La manipulation, donc si tout va bien. Le bénéfice,
Donc, elle peut bien entendre les petits oiseaux. Donc, pour elle, c'était quelque chose qui était important. Et une des problématiques ou les problématiques rencontrées, c'est que le bruit de vent est inconfortable lors de vos sorties plein air et vous ne supportez pas le bruit de la vaisselle qui claque. Donc, la validation des sensations du patient, la détection des signaux était OK, la compréhension de la parole en situation calme et la détection de la parole faible était correcte. La compréhension dans le bruit, c'était difficile d'écouter les conférences en plein air qu'on avait. Donc, il y avait ce côté-là donc par rapport au vent. Le confort de la parole conversationnelle était OK, l'inconfort à des sons était OK et le confort de la parole était OK également. Donc, par rapport à l'audioprothésiste, le VCAE était correct. L'analyse du carnet de données, donc, le port en moyenne 10 heures par jour. Le bouton de volume beaucoup utilisé, part dans des situations d'écoute différentes. Toutes les cibles étaient atteintes et l'audibilité était possible sur toutes les fréquences et la prothèse est bien entretenue. Il n'y avait rien de particulier. Une chose qu'on aurait pu noter ici, le bouton de volume est beaucoup utilisé. Donc, on va voir lorsqu'on analyse le data logging, on regarde toujours le port de la prothèse auditive, on peut regarder le type d'environnement dans lequel le patient se retrouve, mais aussi le bouton de volume. S'il est beaucoup utilisé, souvent, on va revenir au patient de demander, vous avez utilisé beaucoup le volume, puis il y a deux réponses possibles. La réponse possible, c'est le patient va te dire, vous m'avez demandé de l'utiliser. Bon, le patient n'a pas tout à fait compris que ce n'était pas un jeu d'essai-erreur, mais s'il en avait besoin, donc on revient et on réexplique au patient spécifiquement quelle est l'utilisation du volume, ou le patient va vous dire, oui, je trouvais qu'en telle situation, c'était pas assez fort, telle situation, c'était trop fort. Et là, on est capable de faire des réajustements, tout dépendant de l'ampleur d'utilisation du volume. Donc, c'est bien de refaire un suivi par rapport à ça. Donc, dans l'association auditive, la conversation, donc, il fallait baisser les hautes fréquences de 3 décibels. Au niveau de la voix forte, il fallait baisser la voix forte de 3 décibels. Donc, vous pouvez constater que la conversation, c'était le 65 et la voix forte était le 75. Donc, on ne touchait pas au 55. Évidemment, vous allez me dire, oui, mais si je baisse tout ça, ça se peut que le 55 baisse un peu. Effectivement, c'est fort possible parce qu'étant donné qu'on a quand même un rationnel à travers nos différentes courbes, sauf qu'il faut y aller par rapport aux priorités du patient. Si le patient ne vous a pas parlé de la voix faible, et je vous dirais que ce n'est pas fréquent lorsqu'on a un contrôle post-prothétique que le patient va nous parler qu'il entend peu la voix faible. Oui, on fait l'ajustement à la voix faible, mais je vais vous avouer bien candidement que ce n'est pas fréquent qu'on ait des ajustements à faire à 55. Les gens vont nous parler de la voix forte, les gens vont nous parler du bruit, les gens vont nous parler de la voix normale, mais quelqu'un qui va nous dire qu'il n'entend pas chuchoter, qu'il n'entend pas, ce n'est pas fréquent. C'est même très rare. Je ne dis pas que ça n'arrive pas, mais ce n'est pas fréquent. Donc, les gens vont se concentrer beaucoup parce que lorsque vous allez faire le COSI, les gens vont vous parler de quoi principalement au COSI ou au questionnaire maison que vous allez utiliser. Donc, c'est quoi leur priorité? Les patients vont vous parler qu'ils veulent faire moins répéter, qui ont de la difficulté dans le bruit ou en groupe. Puis là, ils vont vous dire, là, on n'a plus de groupe parce qu'on ne sort plus depuis 1 an. Mais je veux dire, c'est là. Ils ont de la difficulté dans des environnements bruyants. Ils ont de la difficulté à la télévision, puis ils pourraient avoir de la difficulté au téléphone. Donc, on en a 4, là. On parle en groupe, en environnement bruyant, ils veulent moins faire répéter, puis ils ont de la difficulté au téléviseur. S'ils ont de la difficulté au téléphone, certaines personnes, ça pourrait arriver, mais de manière générale, à moins d'avoir un besoin qui est extrêmement précis, qui peut être les acouphènes, par exemple, qui peut être quelqu'un a une activité particulière qui a des difficultés, mais grosso modo, dans 80% des cas, c'est la télévision, faire répéter moins souvent le conjoint, j'ai de la misère dans le bruit quand je vais au restaurant. Il n'y a personne qui va vous dire « J'entends mal quand mon conjoint me susurre des mots doux à l'oreille. » Souvent, la conjointe va susurrer plus fort ou le conjoint va susurrer plus fort parce qu'il y a une surdité présente. Mais ce n'est pas là l'enjeu majeur. C'est vraiment, et c'est là qu'il faut maîtriser vraiment de façon complète. Qu'est-ce que je fais si la voix forte est forte? Qu'est-ce que je fais si la voix normale est forte ou pas assez forte? Qu'est-ce que je fais quand le bruit est trop fort? Qu'est-ce que je fais quand le vent est trop fort? Parce qu'on a des gens qui font du vélo, on a des gens qui font du jogging, on a des gens qui vont marcher. Donc, on a des gens qui sortent à l'extérieur. Donc, qu'est-ce que je fais dans ce type d'activité-là? Il y a des gens qui jouent au golf, il y a des gens qui font de la voile. On a quand même une panoplie d'activités. Et c'est là qu'il est important de faire le lien entre les situations. Le patient il dit, quand je vais jouer au golf, je trouve que
j'ai de la misère à entendre quand je fais de la voile puis quand je vais marcher. Bon, OK, c'est tout le vent. On est capable, on a 3 situations, mais qui en regroupent une. Mais souvent, les patients vont arriver avec une liste. Ils ont 6, 7, 8. Ça m'est arrivé la semaine passée, pardon, 2 fois où j'ai rencontré des patients. C'était en contrôle post-prothétique, puis les patients avaient une liste d'à peu près 10 choses. Mais tu sais, là, je leur dis, OK, lisez-moi toutes vos choses. Moi, je reprenais des notes. Puis finalement, leurs 10 trucs, je me suis rendu compte qu'il y avait juste 3 choses à corriger parce qu'il y avait beaucoup de choses qui se recoupaient, mais pour lui, il avait noté que pour lui, c'était des situations différentes, mais c'était le même type d'ajustement. Donc, c'est important de faire des relations entre les situations où les patients peuvent éprouver différents problèmes. Donc, au contrôle post-prothétique, la rétention, dont on avait ajouté, il faut ajouter de la rétention. Donc, la rétention était l'espèce de petite tige de plastique si jamais ce n'était pas là. On pourrait également faire un counseling si jamais on l'a et le patient ne la place pas bien, ça pourrait être ça aussi, ou changer le dôme pour une coquille et un canal lock pourrait être possible également. Donc, au niveau de la rétention, est-ce qu'on pourrait changer la grosseur du dôme également si on se rend compte que le dôme n'est pas tout à fait… on a choisi un dôme médium alors que ça prendrait un dôme large, par exemple, on a pris un dôme small alors que ça prendrait un médium, et l'effet contraire également. On a pris un dôme large, mais finalement, il est trop gros, ça prendrait un dôme médium. Donc, l'ajout, ajouter de la rétention, ça peut être également de changer le dôme pour un autre dôme d'un meilleur format, l'ajouter pour une coquille. Donc, il faut vraiment, faut être ouvert à plusieurs possibilités. Est-ce que la rétention, ça pourrait être aussi, je ne l'ai pas noté, mais vous pouvez le noter, ça pourrait être que mon haut-parleur, par exemple, il est légèrement trop long ou légèrement trop court. Ça peut arriver. On a fait l'ajustement sur l'oreille, finalement, on pensait que c'était correct, on a fait toute mesure. Finalement, on devrait être à 1,5, puis on a mis un récepteur de longueur, un écouteur pour longueur 1. Et finalement, ça prendrait un 2. On a mis un 2, ça prendrait un 1, ça prendrait. Donc, il faut ça pourrait arriver. On a pensé qu'on était correct, mais finalement, le patient l'a porté pendant 2 semaines et bon, le fil de l'écouteur est trop long, trop court. Ça peut arriver, ça arrive des fois. Donc, ça ne veut pas dire que surtout quand on arrive entre 2 longueurs. On arrive il y a certains fabricants qui nous donnent plus de longueur. Donc, on peut à partir de 1 à 6 ou de 0 à 4 ou de 0 à 5, par exemple. Mais chez certains manufacturiers, c'est de 0 à 3, par exemple. Donc, on en a moins. Donc, on arrive dans la moitié, c'est un peu plus complexe. Donc, des fois, il faut changer la forme du fil un petit peu. Il faut y aller doucement. C'est là que la science fait moins appel à l'art et dans l'ajustement. Donc, ça peut être également un changement de longueur du fil de l'écouteur. Ça peut arriver. Donc, problématique, on avait le vent et la vaisselle. Le vent, on ajusterait l'algorithme de bruit de vent ou de créer un programme manuel, par exemple. Si le patient dit « Ouais, mais c'est juste quand je vais marcher. » C'est juste quand… Donc, on pourrait avoir les 2 possibilités, c'est-à-dire d'ajuster l'algorithme de bruit de vent, donc qui ne traite que le vent. Mais le patient pourrait vous dire « Ouais, mais quand je vais marcher, je suis seul, je ne parle pas, donc j'aimerais ça, puis l'entendre vraiment pas beaucoup. » Donc, on pourrait créer un programme manuel avec très, très peu d'amplification. Ce qui fait que s'il rencontre quelqu'un, il y aurait simplement, via l'application ou via sa télécommande ou sur le bouton de la prothèse, de changer le programme et de revenir au programme standard, automatique, pour que le patient puisse converser. Et évidemment, pour la vaisselle, d'ajuster l'algorithme de bruit d'impact rapide, de le mettre plus agressif. Puis évidemment, là devient le problème, c'est que s'il est déjà au maximum, qu'est-ce que je fais? On pourrait peut-être baisser un petit peu le MPO, surtout si on a de la place entre le L-TASFAR et la voix forte. Donc, si on a de la place, le MPO n'est pas une mauvaise idée non plus, mais le MPO, des fois, il n'est pas suffisamment rapide pour pouvoir inclure ce bruit-là. Donc, ça pourrait être une autre possibilité, surtout si on a de la marge de manœuvre. Si on n'a pas de marge de manœuvre, on est embêté, c'est vraiment le bruit d'impact rapide. Ou si ça ne fait pas, on dit à la personne, achetez de la vaisselle en carton puis mettez-la au compostage. Ça fait moins de bruit. Non, je fais des blagues, là, ça n'existe pas. Malgré que j'avais un chum au cégep, lui, la benne à ordures n'était pas tellement de son appart. Je pense qu'il n'a pas fait de vaisselle pendant la première année qu'il était au cégep. Tout était… il mangeait beaucoup de restos et tout allait. Je pense qu'il y avait une fourchette, une cuillère, un couteau. Puis c'était à peu près tout. C'était pas très rigolo, mais dites-vous, dans les années 80, l'écologie, à part le trou dans la couche d'ozone qu'on avait créé avec le spray net qu'on se mettait dans les cheveux dans les années 80, c'était à peu près ça. Maintenant, c'est plus important. Je suis désolé, c'est de notre faute, mais qu'est-ce que vous voulez? Chaque époque avait ses problèmes.
Donc, le deuxième patient qui était monsieur impatient, aux sensations auditives, la voix faible et non compréhensible. Donc, vous faites répéter à 55 dB SPL. Donc, comme je vous ai dit, ça n'arrive pas souvent, mais ça peut arriver. C'est quelque chose qui peut arriver. Donc, il faut simplement je vous dirais, le noter. Et la voix forte est inconfortable. Donc là, on a un patient qui dit, OK, là, je n'entends pas quand c'est faible, mais j'entends trop quand c'est fort. Ça se peut. Je ne dis pas que c'est impossible, mais donc, c'est assez. Les solutions sont relativement simples. Donc, c'est un RIC avec dôme ouvert. Il porte ses prothèses, c'est confortable, le dôme tient très bien. Il peut enfin suivre les programmes à la télévision. Et je vous dirais bien honnêtement, au COSI, lorsque le patient a émis en COSI la télé comme problème, et c'est souvent un problème qui est récurrent. Et souvent, lorsqu'on a de la difficulté à trouver des situations sonores au COSI, à moins qu'un patient vienne nous voir, puis ça, je vous l'avais déjà expliqué, le patient vient nous voir, puis la priorité numéro 1, puis il n'y en a rien qu'une, c'est ses acouphènes. Parlez-lui pas de la télé, du téléphone, puis du vent, puis de tout ça. Lui, ça ne l'intéresse pas, c'est ses acouphènes le problème. Mais la majorité des patients montent le son de la télé. À part quelqu'un qui vivrait dans sa maison, qui est seul, puis la télé, ce n'est pas un problème, il met le volume qu'il a besoin. Ce n'est pas un problème en soi. Ou encore, le patient qui dit « je n'ai pas de problème à la télévision parce que mes enfants vont faire à Noël un casque d'écoute sans fil, par exemple. » Donc là, ça règle le problème en entier. Mais beaucoup de patients ont des problèmes à la télé et c'est souvent le premier signe tangible de l'amélioration avec les prothèses auditives quand on va le voir en contrôle post-prothétique puis quand on va regarder ensemble les différentes questions qu'on pose aux patients. On va lui demander, le patient vient nous voir, bonjour, comment ça va aujourd'hui? Ça va bien. Et puis, comment ça s'est passé avec les prothèses? Hey, j'ai baissé le son de ma TV, j'écoutais la TV à 22, je l'écoute à 14. Bon, les chiffres, c'est aléatoire parce que chaque télé, je veux dire, ils ont chacun moi, je mets la télé peut aller jusqu'à 40, il y en a qui vont aller jusqu'à 100, il y en a qui vont aller. Pour eux, c'est le premier signe tangible, d'autant plus qu'on a des chiffres maintenant sur le volume de la télé. Pour eux, c'est vraiment une grosse différence. Donc, c'est souvent le premier signe tangible qu'ils vont voir. Donc, c'est le bénéfice qu'ils viennent voir. Les problématiques que cette personne-là a rencontrées, vous ne pouvez plus lire le journal, le bruit des pages vous énerve. Donc, vous lui dites, achetez-vous une tablette, c'est moins bruyant. Mais puis des journaux papier, je vous dirais qu'il n'y en a plus tant. Je veux dire, je pense qu'à Québec, le soleil, il sort rien qu'une fois il sort à la fin de semaine, puis le Journal de Québec, je ne sais pas s'il sort à tous les jours, mais c'est pas. Le journal papier, on en a de moins en moins, mais il y en a encore. Surtout si, quand McDo et Tim Hortons est ouvert, les gens vont prendre leur café, souvent ils vont lire le journal-là. Puis lorsque vous jouez au tennis, la prothèse coupe sans cesse lorsque quelqu'un frappe la balle et c'est là où vous dérange vraiment. Oui, effectivement, ça peut être extrêmement dérangeant. Lorsqu'on n'entend pas la balle, puis on se déplace au frappé, ça peut être un peu dérangeant. Donc, validation des sensations patients. Donc, la détection, ça va. Compréhension de la parole, ça va. Détection de la parole faible. Compréhension de la parole dans le bruit, donc difficulté difficile lors de réunions. Évidemment, tout dépendant comment les réunions sont organisées, ça peut être complexe. J'aurais pu vous mettre difficile lorsqu'elle écoute Zoom, Team ou je ne sais pas quoi quand on a des réunions en virtuel. On a certains patients, on commence à le voir depuis un certain temps, mais pas nécessairement en contrôle post-prothétique. Ça fait quand même 1 an qu'on est pogné avec cette cochonnerie-là. Puis là, on a des patients qui disent, écoute, là, j'ai à suivre énormément de conférences en ligne. Là, j'ai des problèmes. Et là vient l'utilisation, par exemple, de la connectivité Bluetooth. Soit directement avec les prothèses, soit via une interface de communication. Et les patients retrouvent, je vous dirais, que oui, les patients avaient des interfaces de communication, par exemple des patients RAMQ, qui s'en servaient peu. Ils s'en servaient, par exemple, comme télécommande. Ils s'en servaient pas un téléphone cellulaire. Mais là, quand tu leur dis, ben non, branchez votre ordinateur ou votre tablette, tout dépendant du moyen que vous utilisez pour suivre vos téléconférences. Et là, ils trouvent que, j'ai déjà cette solution-là, on est beaucoup plus efficace. Ça a quand même une importance à cet égard-là. Depuis, je vous dirais, depuis les 6 derniers mois, là, la pandémie a commencé, tout a fermé, on a recommencé en juin, on a passé l'été. Là, je vous dirais depuis l'automne passé, où là, les gens disent, OK, là, le télétravail, ça va être beaucoup plus fréquent, puis je vais être là je vais être là-dessus beaucoup plus fréquemment. Donc, on a ce côté-là où les patients, pas qu'ils reviennent, quand on les revoit en contrôle semi-annuel, ce n'est pas nécessairement en contrôle post-prothétique, mais les gens disent, j'ai ce type de besoin-là. Donc, il faut, je dirais, s'adapter par rapport à ça.
Donc, à la sensation auditive, voix faible, non compréhensible, donc on augmente de 3 dB la voix faible. Donc, le 55 au complet, je l'augmenterai de 3 décibels, puisqu'il ne perçoit pas. Puis là, encore là, quand on fait l'analyse de nos anciennes courbes, il faut voir, est-ce que ma voix faible, elle était audible? Donc, ça va arriver tout dépendant du type de surdité qu'on va avoir, donc de l'intensité de la surdité qu'on va avoir. C'est fort possible que ma voix faible, on soit sur les seuils d'audition. Donc là, soit qu'on fait du counseling pour augmenter, qui augmente quand c'est plus faible avec la télécommande, ou encore, s'il dit, ben non, ça arrive fréquemment que j'ai des gens qui, pas qui chuchotent, mais qui parlent faiblement parce que il est dans un type d'endroit de travail ou que ça parle plus faiblement. Donc là, on augmenterait de façon spécifique la voix faible de 3 décibels. Il dit que la voix forte est inconfortable. Écoutez, c'est rare que les deux arrivent en même temps. Si la voix faible est incompréhensible, peut-être parce qu'on est sur les seuils, mais si on est un peu au-delà des seuils et qu'elle est faible, c'est rare que la voix forte est inconfortable. Mais si elle l'était, donc on diminuerait de 3 dB le 75. Évidemment, ce qu'il faut faire, c'est que là, il faudra probablement regarder si nos ratios de compression deviennent très importants. Si nos ratios de compression sont en bas de 3, ce n'est pas un problème. Si nos ratios de compression deviennent à plus de 3, bien là, il faudra peut-être valider avec le patient de savoir si on a différentes problématiques qui pourraient subsister. Et là, on va vérifier aux sensations là, suite à cet ajustement-là. Donc, problématiques rencontrées, il ne peut plus lire le journal dans les… Oui, Dave? Mais moi, ma question, c'était, tu sais, là, on parle depuis tantôt que soit on augmente de 3 dB la parole faible ou on diminue de 3 dB la parole forte, mais est-ce que dans certaines situations, ça va arriver qu'on va, tu sais, augmenter général, tu sais, faible, fort, puis, admettons, à niveau conventionnel de 3 ou descendre de 3? Oui, le patient te dirait, écoute, tout est trop fort ou tout est trop faible. OK, dans ce sens. Par exemple, non, effectivement, c'est pas. Là, on est vraiment très, très spécifique parce que les patients vont être relativement spécifiques. Mais ça pourrait arriver qu'un patient va dire, écoute, mais comme je vous disais tantôt, le premier cas, le patient a joué beaucoup avec le volume. Par exemple, si on se rend compte sur le data logging que le patient a augmenté beaucoup le volume, bien là, il pourrait dire, écoute, j'augmente, aussitôt que je mets ma prothèse auditive, je pèse 3 fois sur ma télécommande le matin. Donc, à tous les matins. Donc là, probablement que tout est trop faible. Aussi, au contraire, il dit, écoute, je baisse de 3 ou de 4, ou si je suis au minimum, je trouve ça trop fort. Ça, c'est plutôt rare parce qu'à la vérification sensation, le patient vous aurait fait la mention. Mais dans l'analyse du data logging, et c'est important d'analyser le data logging. Quand on voit que le patient au contrôle post-prothétique, ce n'est pas juste de dire, de valider si on a fait une bonne job. Oui, c'est un des moments qu'on valide si on a fait une bonne job, mais c'est de s'enquérir que le patient va te dire, ben, c'est trop fort, j'utilise beaucoup la télécommande, je change de pile à tous les jours. Là, il y a peut-être des choses, il y a souvent du counseling qu'il faut faire avec le patient. Mais comme tu disais, Dave, c'est là qu'on va le voir au data logging et c'est important de se servir du data logging à cet effet-là. Donc, il a utilisé beaucoup le volume, oui, parce que c'était trop fort ou qu'il l'utilise mal. Ça peut arriver, mais c'est quand même important ça, de le voir et on va le voir dans les diapos suivantes. Donc, le bruit du journal, c'est baisser les sons faibles, sons avec un S faible, avec un S en haute fréquence. Je vous ai parlé de l'expansion également parce qu'il y a comme, tu sais, le bruit du journal, oui, c'est des sons qui sont en haute fréquence. Effectivement, on baisserait. Mais est-ce que c'est un son faible? Point. Oui, il est situé en haute fréquence, mais est-ce que c'est tout dépendant? Est-ce que le patient tourne vigoureusement les pages du journal ou pas? Est-ce que l'expansion pourrait faire également un travail à ce niveau-là? La première chose que je ferais, je vais être honnête avec vous, je baisserais probablement le son en haute fréquence, les sons faibles en haute fréquence. Mais je garderai en tête l'expansion parce que l'expansion, c'est un son faible. Le son faible, on parle du bruit du réfrigérateur, un bruit de ventilateur, des trucs comme ça. Donc, un son faible demeure un son faible. On est vraiment dans… Je testerai avec lui pour voir. Évidemment, on n'a plus de journaux dans les bureaux parce que les salles d'attente sont fermées. Si on est capable d'avoir une revue, par exemple, puis de tourner les pages, si vous demandez juste de tourner les pages, oui, c'est du papier glacé, ce n'est pas du papier journal. Mais si on était capable de lui faire tourner des pages ou des feuilles pour savoir si ça s'est amélioré, ça serait intéressant à ce niveau-là. La même chose avec le bruit d'impact rapide. Le patient te dit, écoute, le bruit de la vaisselle me dérange. Rien ne vous empêche d'aller chercher une tasse avec une cuillère, à revenir dans la salle d'examen, vous avez ajusté, puis de brasser la cuillère dans la tasse.
pour savoir si ça a réglé le problème. Au lieu d'attendre qu'il reparte, qu'il t'appelle ou que tu le revois en contrôle post-prothétique 2 et savoir si ça s'est réglé, bien, tu peux le faire. Dans tous les bureaux, il y a une cuisine. Dans tous les bureaux, il y a des tasses, il y a des ustensiles, ou en tout cas. Sinon, vous apportez les vôtres quand vous mangez, peu importe. Là, à moins que vous mangez que des barres repas ou de la bouffe liquide. C'est à vous de voir, mais c'est pas, minimalement, il y a ça dans les bureaux, donc de prendre une cuillère, de prendre une tasse, puis la brasser dedans, ce n'est pas un problème, et le patient va vous le... Servez-vous des instruments que vous avez pour pouvoir valider ça. Lorsqu'il joue au tennis, le puck de la balle, il ne l'entend pas, puis ça le dérange. Donc, deux choses également. On pourrait baisser le MPO si on a de la place, mais évidemment, augmenter l'algorithme de bruit d'impact rapide peut être également l'autre solution. Donc, mais on parle d'augmenter le MPO. Donc, si on est près de nos cibles, théoriquement, ça ne se produira pas. Près de nos cibles, près du MPO estimé par le logiciel. Si on a de la place, on peut l'augmenter, ça ne gênera pas, ce n'est pas un problème. Mais si on voit qu'on est trop serré, c'est les deux là, qu'on pourrait utiliser. C'est 29, parfait. Donc, c'est les deux situations dans lesquelles on peut se retrouver. Évidemment, dans notre contrôle post-prothétique, on peut modifier et reprogrammer la prothèse auditive à plusieurs égards. Au niveau du gain global, au niveau des paramètres de compression, au niveau des courbes de réponse en fréquence, au niveau de la sortie maximale, du gestionnaire d'adaptation, ça peut arriver, du réducteur de bruit, système de directivité, bruit de vent, bruit d'écho. Certaines prothèses, on a un algorithme qui gère l'écho. Gestionnaire de feedback, la modification ou l'ajout de l'abaissement fréquentiel, la modification ou l'ajout de programmes d'écoute, donc des programmes manuels chez le patient. Donc, puis à la fin de tout ça, on pourrait, lorsqu'on est rendu au contrôle post-prothétique 3, 4, 5, parce que là, le patient n'y arrive pas, d'utiliser le gestionnaire d'adaptation, pas le gestionnaire d'adaptation, mais vous savez, l'espèce de FAQ là, que je vous avais dit, le gestionnaire automatique qu'on appelle, là. C'est-à-dire que tu rentres une problématique à l'intérieur du logiciel, puis il te dit, ben là, allez faire tel type de modification. Des fois, ça peut. Lorsqu'on arrive au contrôle, certains patients sont extrêmement pointilleux. Puis là, tu arrives au contrôle post-prothétique 3, puis là, tu as fait un paquet de modifications. Puis là, tu dis, OK, là, ça, puis là, tu le lis avec le patient. Là, vous me dites que c'est telle affaire, tel truc, tel machin. Oui, parfait. Donc là, avec le logiciel, il va te faire des suggestions. Et là, des fois, le patient dit, ah oui, c'est juste un microscopique truc là, qui est quand même important à voir avec lui. Fait que ça peut aider. Là. Et on a ça chez chacun. Ça s'appelle le gestionnaire d'ajustement automatique. Il y a plusieurs noms qui peuvent s'appeler, mais c'est l'espèce de... On devrait l'appeler la roue de secours. Là, encore, on devrait l'appeler genre 911. On devrait l'appeler... c'est quelque chose qui est plus... Mais c'est le patient a une problématique, qu'on la définit et le logiciel nous donne une solution. Donc, c'est quand même intéressant à utiliser. Donc, évidemment, la modification du gain global, un peu comme tu disais tantôt, Dave, si la prothèse est faible, donc on augmente le gain général, et si la prothèse est trop forte, bien, on va diminuer le gain général, puis on pourrait également toucher au MPO. Donc, c'est dans notre range. Donc, ça, c'est quand même facile. C'est pas assez fort, on augmente, c'est trop fort, on diminue. Et de façon globale, de façon générale. Donc, on n'a pas à se poser la question, est-ce que c'est la voix forte, est-ce que c'est la voix faible? C'est beaucoup plus par rapport à cette situation-là. Donc, également, on peut modifier les paramètres de compression. Mais évidemment, on ne modifie pas le temps d'attaque ou le temps de relâche, puis on n'a plus accès à modifier, à rentrer un chiffre dans le paramètre de compression. Donc, s'il est élevé, donc à plus de 2:1 à 3:1, donc le temps d'attaque est plus court, le temps de relâche est plus long. L'impact sur le confort ou l'intelligibilité, c'est qu'on va augmenter le confort, mais la perception du patient, c'est que ça va être plus confortable, mais peut perdre certains phonèmes de la parole. Donc, mon ratio de compression est plus élevé, j'augmente le confort, mais je n'augmente pas l'intelligibilité. Donc, je n'augmente pas la capacité qu'a le patient à mieux saisir la parole. Ça va être confortable, par contre. Évidemment, si on a un ratio de compression qui est plus faible, donc en bas de 2, donc le temps d'attaque est un peu plus long, le temps de relâche va être plus court, ce qui va augmenter l'intelligibilité, donc la capacité de mieux distinguer la parole. Donc, meilleure conservation des phonèmes de la parole, mais dans certains cas, on peut ressentir un effet de pompage. Ça pourrait arriver parce qu'on a un temps d'attaque plus court. Donc, si on a une voix
une parole qui est très saccadée, par exemple, avec beaucoup d'intonation, ça pourrait arriver qu'on pourrait ressentir un effet de pompage. C'est moins fréquent, mais c'est rare, mais ça peut arriver. L'effet de pompage, on va surtout le sentir lorsque le patient va se plaindre. Il va se plaindre de ça, surtout lorsque notre gestionnaire de transition, il est très court, c'est-à-dire lorsque je passe d'un environnement calme à un environnement bruyant et que le changement se fait rapidement. La transition se fait rapidement entre les programmes automatiques de la prothèse. Donc là, il faut augmenter le changement de situation d'écoute, c'est-à-dire de calme à bruyant. Oui, Patrice? Mais nous, on ne peut pas avoir un impact direct sur les ratios de compression. On le voit lorsqu'on fait des ajustements aux 3 niveaux de voix faible, conversationnelle et forte. Mais on ne peut pas jouer directement sur les ratios de compression. Non, mais tu joues indirectement. Indirectement. Tout à fait, tu as raison. C'est comme je disais, on avait accès à ça avant, mais maintenant, il n'y a plus accès. Ça. Mais tu sais, c'est un ratio de compression qui est à plus de 3 pour 1. Bien, ce que tu fais, des fois, tu vas baisser de 1 dB ton 55, puis tu vas augmenter ton 75 de 1 dB. Puis là, ça va décompresser ta parole. Tu sais, des fois, ça va arriver que le logiciel... C'est ça qui va avoir un impact sur ton temps d'attaque et ton temps de relâche. Oui, qui va en avoir, effectivement, qui va en avoir un, parce que plus ton ratio de compression est élevé, plus ton temps d'attaque est rapide. Donc, puis souvent, tu ne l'analyseras pas nécessairement dans le fait que j'ai un temps d'attaque rapide ou un temps d'attaque qui est lent ou relâche lent, peu importe. C'est l'effet. Oui, c'est l'effet, effectivement. Mais tu sais, quand tu vas l'analyser, tu vas dire non, mon ratio de compression est beaucoup trop élevé, donc le patient va être soit moins confortable ou plus confortable, tout dépendant, ou il va avoir de la difficulté à bien saisir la parole parce que j'ai un ratio de compression qui est trop élevé. T'sais, on ne le verra pas par rapport au temps d'attaque et temps de relâche, mais on va le voir par rapport au confort et à l'intelligibilité. C'est beaucoup plus par rapport à ça. Mais effectivement, il n'y a pas accès directement. Malheureusement, ça serait intéressant, sauf que les manufacturiers ont fait ce choix-là en disant c'est parce qu'il faut garder un ratio logique entre ma voix forte, ma voix faible et ma voix normale. C'est pour ça que tu as souvent 2 ratios de compression. C'est entre la voix normale et la voix faible et la voix normale et la voix forte. Pas. Mais lorsqu'on n'a qu'un seul ratio de compression disponible à l'intérieur du logiciel du manufacturier, mais là, ça va être vraiment entre la voix faible et la voix forte. C'est là que ça va tout se gérer. Mais quand on en a 2, là, on le voit vraiment là, de cette façon-là. Mais c'est pour dire qu'on peut modifier les paramètres de compression, mais de façon, si un patient vous dit que ah non, ce n'est pas confortable, bien, gardons en tête, est-ce que j'ai un ratio de compression qui est trop bas? Est-ce que je pourrais le rendre un peu plus élevé en faisant certaines manœuvres? C'est surtout ça qu'il faut garder en tête. Donc, évidemment, la modification de la courbe de réponse en fréquence, la plage fréquentielle, là, calculons basse fréquence, haute fréquence, calculons pas les moyennes fréquences. Donc, les basses fréquences, oui, Patrice? Oui, je viens de penser à un truc. Oui. Avec un ratio de compression élevé, je suis quand même un peu étonné que ce soit plus confortable dans le sens où ce qu'on a vu qu'un ratio de compression élevé pouvait amener de la distorsion. On parle de confort. Là, c'est la différence entre le confort et l'intelligibilité. Et tu as raison, ça pourrait amener de la distorsion, ce qui t'amène un problème d'intelligibilité. OK. Mais c'est que ça va rendre le son plus confortable. Pas plus intelligible, tu as raison, mais ça va le rendre plus confortable, par contre. Donc, c'est pour ça. Tu sais, c'est comme, à un moment donné, c'est un jeu d'équilibre qu'il y a à travers tout ça. Mais écoutez, d'habitude, les logiciels des fabricants, puis lorsqu'on a fait nos mesures au tympan, on se retrouve avec, dans la grande majorité des cas, avec un équilibre et où ça fonctionne bien. Mais c'est juste qu'il faut garder en tête que vous avez cette possibilité-là. Donc, la plage fréquentielle, comme je disais, basse fréquence, haute fréquence, là, on ne parle pas des fréquences médianes. Donc, l'intensité générale, quand elle est élevée en basse fréquence, donc on a des basses fréquences qui sont fortes, on peut avoir un effet d'occlusion, un effet de perception de l'intensité de la sonie qui est plus élevée, et le bruit ambiant est souvent plus fort que la parole. Donc, il faut faire attention. Donc, lorsqu'on va faire nos ajustements, puis on va le voir au tympan, si nos basses fréquences sont élevées, si le patient se plaint que j'entends le bruit, je n'entends pas la parole, c'est
Il me semble, ma voix résonne. Toutes ces situations-là, regardons les basses fréquences. Et au contraire, lorsque ce sont les hautes fréquences qui sont élevées, bien, on peut avoir une parole qui est métallique, qui est claire, qui est cassante. Les ch, les ch, c'est tout ce qui est les S, les CH, les F vont rebondir. L'eau qui coule, le bruissement des feuilles, le bruit du vent est vraiment inconfortable. Donc, c'est nos hautes fréquences. Parce qu'il faut toujours analyser. Lorsque le patient vient nous voir en contrôle post-prothétique, là, il nous parle des 5, 6, 7, 8, 10 problèmes qu'il y a. Là, dans ton cas, dans le cas de ça, ce qu'on fait, c'est qu'on fait des relations entre elles. Puis ensuite, tout de suite, quand on prend des notes, on dit, c'est-tu des hautes fréquences ou des basses fréquences? C'est-tu du bruit? C'est-tu de la parole? On va essayer de démêler ça. Puis là, on dit, OK, ça, c'est du bruit. Quel type de bruit? Ah non, ça, c'est de la parole. OK, c'est quel type de parole? Ça vient d'où? Fait que ça nous permet d'être un peu plus proactif par rapport à ça. Donc, pensez que les basses fréquences, c'est du bruit, un effet d'occlusion. Il va avoir la perception que la voix est forte, mais qu'il ne la comprend pas. Alors qu'au contraire, si nos hautes fréquences sont élevées, sont hautes, donc la parole est métallique, microphonique, claire, cassante, les S, les CH, les F, ça rebondit, ils traînent. Les patients vont dire, tu sais, les S, là, ça traîne, ça reste là. Puis, ils vont trouver que les bruits faibles, mais de haute fréquence, là, par exemple, l'eau qui coule, les trucs comme ça, sont vraiment dérangeants, inconfortables. Je ne dirais pas intolérables, mais le patient va vouloir baisser, mais puisque tu baisses tout, avec ton contrôle de volume, par exemple, tu ne baisses pas juste les hautes fréquences, à moins qu'il y ait l'application qui est capable de le faire. Et c'est là que ça devient intéressant, quand les patients peuvent utiliser l'application, parce que là, des fois, ils vont dire, dans telle situation, regarde, j'ai baissé les hautes fréquences, j'ai baissé les basses fréquences, parce que les patients sont capables d'ajuster les fréquences avec l'application. Donc, ça devient super intéressant. Là, tu dis, ah, OK, dans cette situation-là, fait que ça te guide. Le contrôle, le data logging nous dit beaucoup de choses, mais il ne nous dit pas tout. Également, l'analyse de l'application peut être super intéressante. Donc, évidemment, on avait l'intensité générale qui était faible. Donc, on va voir l'intensité générale qui est forte. Et là, ça va vous apparaître particulier. Donc, on avait, si en basse fréquence, elle est faible, évidemment, la perception du patient peut être que la voix, la prothèse est faible, mais la parole peut sembler métallique. Pourquoi? Parce qu'évidemment, l'intensité de nos basses fréquences, elle est plus faible, donc on perçoit plus nos hautes fréquences. Il faut le voir aussi, d'habitude, la voix est métallique, c'est les hautes fréquences qui sont trop fortes, mais ça pourrait être nos basses fréquences qui sont un petit peu trop faibles. Donc, il faut être capable de le voir aussi, parce que si je diminue mes hautes fréquences et le patient trouve ça métallique, puis je diminue mes hautes fréquences, il trouve encore métallique, regardons de l'autre côté, est-ce que les basses fréquences sont trop faibles? Ça pourrait arriver. Évidemment, si mes hautes fréquences sont trop faibles ou sont plus faibles, plus de difficultés de compréhension dans le calme et évidemment dans le bruit. Puis on peut avoir, le patient va dire, la parole, je l'entends, mais ce n'est pas clair, c'est pas comme... Il pourrait dire, ce n'est pas comme d'habitude, c'est pas. Donc, il faudrait voir que nos hautes fréquences sont peut-être un peu trop faibles. Donc, si on baisse de façon générale, à l'ajustement aux sensations, le patient trouve ça trop faible, trop fort, pardon, puis on baisse tout, alors on pourrait se retrouver avec des types de problèmes où la voix peut sembler un peu métallique, mais parce que tout est trop faible. Parce qu'il y a des patients, surprenamment, tu fais des ajustements, tu viens aux sensations, tu es rendu, tu ajustes à 3, moins 6, moins 9 dB. Mais le patient, c'est parce que, là, il faut l'analyser de la façon suivante, c'est que le patient trouve que c'est trop différent de ce qu'il entend sans sa prothèse. Là, il entend plus de son. Là, il veut faire plus du counseling sur la réadaptation, il veut dire, c'est normal, ça va changer, que c'est différent de ce que vous entendez quand vous n'avez pas de prothèse. Donc, il faut vraiment le guider à travers ça. Donc, modification de la sortie maximale. Donc, les sons d'impact inconfortables. Je disais tantôt, le claquement de la vaisselle, la porte, les balles de tennis. Comme je disais tantôt, on pourrait diminuer la sortie maximale, mais j'ai rajouté l'algorithme de bruit d'impact rapide, il est quand même important, puis on va le voir un petit peu plus loin. Donc, ça peut être aussi la diminution de la sortie maximale. Et évidemment, comme je vous avais déjà montré dans un examen, c'était une question, lorsque la prothèse coupe au son fort ou à la parole forte, pas qu'elle est inconfortable, c'est que ça coupe. Là, il faut augmenter notre sortie maximale et probablement que notre sortie maximale, notre MPO,
touche au L-TASFAR. Donc, il faut l'analyser comme il faut. Donc, c'est important de toujours d'analyser nos courbes précédentes qu'on a. Et c'est pour ça qu'il faut tirer des courbes aux sensations si on a fait des modifications, parce que c'est ça qui va nous permettre de souvent trouver plusieurs solutions aux problèmes que le patient pourrait avoir en disant « OK, mais il m'a fait baisser beaucoup l'intensité générale, donc là, ma voix faible est plus perceptible, c'est normal qu'il ne l'entende pas. Mon L-TASFAR touche. » Donc, c'est important de faire cette… Et c'est d'autant plus important que notre L-TASFAR doit apparaître pour s'assurer qu'il ne touche pas au MPO parce qu'on pourrait trouver ce type de problème-là. Donc, la prothèse coupe lorsqu'il y a des sons forts. Et ça peut devenir très déroutant lorsque ça coupe au son fort. Pas parce que c'est inconfortable, mais que ça coupe. Là, je perds une certaine partie des sons. Ça peut être très, très dérangeant. Donc, modifier le gestionnaire d'adaptation. Donc, et ça, comme je vous disais tout à l'heure, si le patient, quand Dave, tu me posais la question, si on baisse de façon, quand est-ce qu'on baisse de façon générale ou on monte de façon générale, si le patient est au minimum de la plage de volume utilisable et c'est toujours trop fort, bien, peut-être qu'on devrait mettre un gestionnaire d'adaptation automatique ou de diminuer les étapes. Donc, au lieu de mettre l'étape en 2 semaines, on peut peut-être mettre 3 semaines ou 1 mois entre les étapes. Et si, au contraire, la prothèse semble faible ou le patient monte beaucoup le volume, puis c'est difficile, il y a toujours de la difficulté de compréhension, bien, là, ça serait d'augmenter, quand on dit d'augmenter les étapes d'adaptation, c'est-à-dire que les étapes, de passer à l'étape 1, l'étape 2, bien, qu'on raccourcisse le temps, là, que ça soit plus rapide ou à la rigueur, de ne pas mettre du tout de gestionnaire d'adaptation et de passer tout de suite à 90 ou à 100% d'adaptation. Donc, si on en a mis un, si le patient se plaint de différentes situations, bien là, soit que j'augmente le temps entre les étapes, soit que je le diminue. Donc, mes étapes vont arriver plus vite dans le cas d'une prothèse faible. Également, modification de réducteur de bruit. Ben, si on a de l'inconfort, de la fatigue auditive dans le bruit, le patient se dit « Écoute, je travaille dans le bruit, pas nécessairement dans un bruit très fort parce qu'on ne lui suggérait pas de porter ses prothèses auditives, mais il y a toujours du bruit. Par exemple, il est dans une voiture, c'est plus bruyant, des choses comme ça. Puis le soir, il est beaucoup plus fatigué. Donc, il faut augmenter l'agressivité du réducteur de bruit, le rendre plus efficace. Par contre, une chose qui est importante, c'est que le réducteur de bruit améliore le confort dans les situations de parole dans le bruit. Ça n'augmente pas la compréhension de la parole. Le réducteur de bruit va diminuer le bruit, mais ça va augmenter le confort. Donc, peut-être qu'on aura besoin de faire l'utilisation dans l'application de la directivité adaptative, c'est-à-dire que le patient puisse lui-même choisir la directivité, par exemple. S'il est en voiture et il conduit toujours quelqu'un, par exemple, des gens qui font du bénévolat, puis qui conduisent il y a ça dans plusieurs villes et villages, c'est-à-dire que tu vas conduire madame pour ses rendez-vous, madame ou monsieur pour des rendez-vous médicaux, pour faire ça, puis tu fais ça toute la journée. Puis, bien, ça se peut que la voiture soit bruyante, puis que dans l'application de son téléphone, qu'on puisse lui donner la directivité manuelle, c'est-à-dire qu'il puisse choisir, bien, OK, je vais entendre à gauche, je vais entendre, je ne vais pas entendre à gauche parce que ça ne donne rien, parce que c'est lui qui conduit, mais je vais entendre à droite parce que la personne est assise à côté de moi, je vais attendre en arrière parce que les gens sont situés derrière moi, donc ça pourrait être une utilisation qui pourrait être intéressante. Oui, Patrice? Quand tu dis que ton réducteur de bruit n'augmente pas la compréhension de la parole, ça revient à dire que ça n'a pas d'impact non plus sur ton SNR? Non, ton réducteur de bruit, pas nécessairement, effectivement. Ça n'aura peut-être pas d'impact à cet égard-là, parce que ton réducteur de bruit, oui puis non. Ça dépend toujours de l'intensité du bruit. C'est qu'à un moment donné, si ton bruit est dérangeant au point où le patient ressent un inconfort par rapport au bruit, tu n'auras pas une amélioration par rapport au signal rapport sur bruit. Parce que là, c'est beaucoup plus augmenter le confort du patient. Donc, ton réducteur de bruit, c'est qu'il va réduire le bruit, mais puisqu'il est un peu plus élevé que ta parole, donc ça va réduire le tout. Tu sais, c'est comme je vous expliquais l'année passée, tu sais, le bruit, la parole, le son, c'est un gâteau cuit. Tu sais, je ne peux pas enlever la farine ou le lait ou les œufs. Fait que là, c'est comme si on pourrait créer un programme manuel, par exemple, avec un réducteur de bruit plus important, mais ça va être plus confortable, mais on n'aura peut-être pas une augmentation de l'intelligibilité de la parole. Mais pour que ça fonctionne, est-ce qu'il faut absolument qu'il y ait de la parole?
Si le porteur est dans un environnement bruyant sans parole, non, il va fonctionner quand même parce que lui, il va analyser qu'il y a du bruit. ça réduit le bruit quand même. Oui, oui, tout à fait, absolument. Ce n'est pas lié à la parole. C'est juste que lorsque la parole est présente, tu sais, dans les programmes automatiques qu'on a dans les prothèses, on a souvent parole dans le calme, parole dans le bruit, puis confort dans le bruit. Bon, certains autres, c'est universel, mais c'est détaillé comme ça. C'est-à-dire que la prothèse, avec son classificateur de son, va dire j'ai-tu du bruit, j'ai de la parole. À quelle intensité mon bruit, à quelle intensité ma parole, puis il va essayer de jouer avec ça. Mais si le bruit est un peu trop élevé, c'est là que ça peut causer certains problèmes. Donc là, on va augmenter le confort et pas nécessairement l'intelligibilité. Bon, mais il est déjà 49, fait qu'on va prendre une petite pause, puis on va revenir après la pause pour la suite des émissions. Évidemment, tous les diapositives que je vous présente dans la modification des différents algorithmes qu'on peut avoir n'est pas une fin absolue. C'est-à-dire que oui, c'est une bonne direction à prendre, c'est la bonne direction à prendre, mais tout ça peut quand même être modulé, là. Surtout que les prothèses auditives évoluent énormément, on a accès à plus de paramètres, les prothèses sont plus performantes en niveau bruyant, sont plus performantes en niveau de bruit faible et bruit fort, au niveau de la reconnaissance de la parole. Donc, les prothèses, oui, ils travaillent très bien, mais c'est possible qu'on ait des modifications à faire. Donc, il faut être capable d'analyser correctement ce que le patient va nous dire. Donc, modification du système de directivité. Donc, évidemment, la directionnalité de la prothèse, la directivité de la prothèse, les algorithmes à l'intérieur de la prothèse vont le moduler en conséquence. Mais ça se pourrait qu'on ait à les modifier. Donc, la perception du patient, difficulté à entendre tout ce qui se passe autour de lui, c'est une question de sécurité. Donc, on pourrait rendre la prothèse plus omnidirectionnelle à ce moment-là. Donc, peut-être créer un programme, tout dépendant de la situation, créer un programme manuel et amener un programme qui est omnidirectionnel. Difficulté à comprendre une personne face à lui dans le bruit. Donc, la directionnalité adaptative et peut-être rendre la directionnalité adaptative un peu plus zoomée, un peu plus, sans la rendre fixe, mais vraiment un peu plus, la directionnalité un peu plus étroite. Et difficulté à comprendre une personne face à lui dans le bruit intense, bien là, on mettrait une directionnalité fixe là, qui est vraiment très, très importante, mais que si l'intensité du bruit diminue un peu, bien, ça ne rouvrira pas. Là. On pourrait mettre une directionnalité fixe. Donc, c'est comme si la personne se promenait. C'est quoi qu'on fait opérer un chat ou un chien? On appelle ça quoi? Un col élisabétain? Là, ils mettent ça un cône là, autour du cou du chien ou du chat. C'est comme si on faisait la même chose avec notre patient. Là. Donc, la directionnalité serait vraiment très, très. Gardez ça en tête. Là. Moi, à chaque fois que quelqu'un me parle de ça, puis je mets une directionnalité fixe, c'est comme si on lui mettait un truc blanc autour du cou. Là. Faut pas qu'il. Et que ça a vraiment cet effet-là. Donc, on crée cet effet de cornet-là, si on veut. C'est vraiment fixe, vraiment le zoom très, très, très étroit. Ensuite, modification de réducteur de bruit de vent. Donc, s'il y a un inconfort lié au bruit de vent, donc les turbulences au niveau de la membrane des microphones, donc on va augmenter l'agressivité de l'algorithme. Donc, ça, on le comprend très bien. S'il y a du vent, peu importe la situation dans laquelle on se trouve, j'ai parlé de la voile, du golf, de la marche, c'est pas du vélo, c'est toutes des situations où le bruit de vent pour quelqu'un qui travaille dehors, par exemple, donc si on va augmenter l'agressivité de l'algorithme, mais si je n'y ai pas accès, on sait qu'il est là, mais je ne peux pas le modifier. Donc, à ce moment-là, on va créer genre un programme plein air. On va mettre on va mettre le microphone en mode omnidirectionnel, ça va créer moins de turbulences, on va diminuer les basses fréquences, on va travailler par rapport au bruit de vent. On va essayer de voir. Moi, j'ai des patients qui font du vélo et c'est très difficile à ajuster parce que
le vélo ne se fait pas en ligne droite, puis on a le vent toujours dans la même direction. Le vent peut venir à gauche, à droite, en avant, en arrière, puis tout dépendant de quel type de... Si on est dans le bois, il y en a moins. Si on est en pleine ville, il y en a beaucoup plus. Donc, c'est souvent de créer un programme plein air quand le vent est très dérangeant, de ne pas le mettre en mode directionnel. Parce qu'en mode directionnel, surtout si le vent vient de l'avant, ça va être pire parce qu'il y a ça qui va être capté. Fait qu'on ne sera pas super efficace. Donc, c'est vraiment de le mettre en mode omnidirectionnel. Donc, le bruit de vent va être capté, mais il pourrait être détecté comme étant du bruit par la prothèse. Donc, on va avoir aussi une diminution. On pourrait profiter de l'algorithme de réducteur de bruit en même temps. Donc, ça peut être intéressant à ce niveau-là. Oui, Jonathan? Je pensais dans un coin qui est très venteux, comme ici, au niveau du vélo, tu le ferais quand même. Mettons, tu t'en vas faire du vélo sur le bord du fleuve. Oui. Le vent, je l'ai déjà fait la piste cyclable. Il vente s'il vous plaît. Oui, ben c'est ça. Déjà qu'on est dans un coin parce qu'il vente énormément, mais ça change constamment. Tu n'as pas l'impression réellement d'une direction. C'est ça. C'est pour ça que tu le mets en omnidirectionnel. Parce que là, il va être capté dans toutes les directions à 360 et le bruit de vent va être diminué, mais également, tu vas probablement avoir ton réducteur de bruit qui va rentrer en ligne de compte. Parce que là, tu vas avoir du vent qui va rentrer beaucoup dans les microphones, tu vas avoir beaucoup de turbulences qui vont être créées, surtout si tu es dans l'axe, s'il vient de vent, puis là, maintenant, tu as une rafale qui arrive, bien là, tu vas. Mais des fois, ce n'est pas suffisant. Il faut vraiment créer un programme spécifique qu'on appelle plein air. Et là, tu réduis le volume, le gain général de la prothèse. Tu le mets plus faible. Par exemple, la personne va dire, là, je fais du vélo. Par vélo, d'habitude, normalement, quand tu es plusieurs, bien, tu te suis à queue leu-leu. À part les Lance Armstrong du dimanche, là, qui sont tous habillés en kit et qui suivent un à côté de l'autre et qui prennent toute la rue. Là, c'est pas... Ici, en campagne, si tu te promènes dans la Pocatière, les vaches savent qu'il faut se placer un en arrière de l'autre pour ne pas prendre toute la rue. Mais les vélos, eux autres, c'est tout un à côté de l'autre. Pourtant, les animaux sont capables de comprendre. Mais bon, pourtant, j'en fais du vélo, hein, mais je ne suis pas habillé comme Lance. C'est moins pire. C'est pas, d'habitude, donc tu ne jases pas nécessairement, tu te suis. Donc, c'est surtout quand tu arrêtes. Donc, si le bruit du vent est important, c'est là que tu vas utiliser beaucoup plus un programme spécifique que tu pourras appeler plein air ou vélo, par exemple. Tu vas diminuer le gain général, donc ça va être moins bruyant. Et quand tu arrêtes, par exemple, là, tu veux jaser avec ta personne parce que tu trouves le panorama très beau, tu veux jaser de quelque chose, là, tu vas changer, tu vas revenir au programme général et là, tu vas pouvoir converser. Mais ça dépend comment tu fais le vélo. Dans une piste cyclable, d'habitude, tu te suis. Évidemment, si tu as amené tes enfants avec toi, ben, d'habitude, ils sont jeunes, donc ils ne vont pas très vite. Le vent, c'est pas. Tu vas l'adapter en fonction de l'activité que la personne va faire. Donc, c'est quand même. Mais le bruit de vent peut être dérangeant. C'est souvent, je vous disais, là, au début, quand on fait le COSI, on a la télé, on a la parole dans le bruit, on a moins faire répéter. On a les 3-4 situations normales. Mais là, quand le patient commence à utiliser sa prothèse, là, on ressort, il fait beau. Là, le patient va dire j'ai le bruit de vent qui me dérange. Il n'en avait pas parlé au début, mais il en parle maintenant. Ça se peut. Donc, on va surtout que les gens là, cherchent à sortir. Donc, des vélos, tu vas acheter des tentes. Si vous voulez vous acheter des tentes, regardez sur Marketplace, sur Kijiji. Ceux qui en ont acheté l'année passée, finalement, qui ont détesté le camping, ben, ils se mettent en vente là. Si vous voulez des kayaks, des trucs comme ça, là, ils s'en vendent beaucoup. Je ne sais pas, des gens sont découverts du camping. Moi, j'ai haï le camping. Je ne sais pas, je l'ai déjà dit à quelqu'un. Il n'y a pas assez d'or dans l'univers connu et inconnu pour que je couche dans une tente, même quand j'étais jeune. Fait que c'était pas. Il y a toujours un motel à quelque part, tu peux se coucher au chaud. Mais pour ceux qui font du plein air et tout ça, c'est parfait pour eux, ils aiment ça, c'est excellent. C'est pas ma tasse de thé maintenant. C'est correct, tous les goûts sont dans la nature. Mais par contre, je vous dirais que je fais du kayak, puis c'est vouloir les vendre, je pense que c'est comme les maisons, c'est capable de les vendre cher. Parce qu'il y en a beaucoup qui en ont acheté, puis là, il y en a beaucoup cette année, quand ils veulent en racheter, on voit ça passer, le cherche kayak, on va voir sur Marketplace d'après moi. Il y en a qui en ont acheté l'année passée, ils l'ont fait 2 fois, puis ils ont trouvé que c'était pas, qu'ils n'aimaient pas ça. Modification du gestionnaire de feedback. Donc, évidemment, quand on parle de modification, c'est soit de le refaire ou de le mettre en place parce qu'on ne l'a pas mesuré. Et il ne faut pas sous-estimer le fait que plusieurs personnes ne le mesurent pas. Nous, on vous enseigne qu'il faut le mesurer, mais ça va dépendre évidemment de toujours des endroits de stage ou des endroits où vous allez travailler. Et dans certains bureaux, je ne dis pas qu'ils font mal leur travail, mais qu'ils ne le mesurent pas. Donc, la perception du patient, il y a un sifflement malgré une bonne étanchéité, par exemple une ventilation importante,
quand un écoulement d'oreille, prothèse qui siffle lorsque le patient place un chapeau, une tuque, une casquette. Une casquette, c'est moins fréquent, mais on parle d'un chapeau parce qu'il y a un rebord. Donc, évidemment, dans certains cas, on pourrait modifier le gestionnaire de feedback, soit en le remesurant. Donc, on va augmenter l'agressivité de l'algorithme si c'est possible, ou on refait la mesure. Avant, c'était possible. On peut, chez certains manufacturiers, entre autres chez Phonak, je parle de chez Phonak, mais on est capable de le faire chez d'autres. Ils ont dans l'algorithme, quand on va le voir, il y a l'algorithme de Larsen. Donc, on peut augmenter l'agressivité. Donc, le moment, même si on a fait la mesure, on peut en changer les paramètres. Et là, on ne parle pas d'aller au-delà de la mesure de feedback, mais c'est vraiment d'augmenter. Le logiciel est comme si la personne porte un chapeau, on peut augmenter l'agressivité, ce qui va faire que, aussitôt qu'il va sentir qu'il pourra avoir un certain feedback, il va tout de suite embarquer, faire une correction au niveau du gain à cet endroit-là. Et ça, c'est toujours, évidemment, malgré une bonne étanchéité, mais on a une ventilation importante parce qu'on a un écoulement d'oreille, par exemple. D'habitude, normalement, si on a une bonne rétention, une bonne étanchéité, notre ventilation est équilibrée par rapport aux besoins qu'on a, on n'a pas une condition médicale particulière, je vous dirais, l'algorithme le gestionnaire de feedback va être efficace, mais on n'a pas besoin d'y retoucher. Mais si on a des situations particulières, bien, on pourrait, si l'algorithme du gestionnaire n'est pas présent, c'est-à-dire je n'y ai pas accès, je peux le mesurer, mais je ne peux pas en modifier les effets. Là, évidemment, on pourrait créer un programme anti-sifflement, par exemple. On crée un programme manuel et la situation qui cause le sifflement, le patient dit, écoute, moi, je porte un chapeau tout le temps parce qu'il n'y a pas de cheveux, par exemple, peu importe. On va dire, apportez votre chapeau, tu mets le chapeau et tu fais une nouvelle mesure. Mais là, tu pourrais faire une nouvelle mesure dans un programme particulier ou de diminuer les hautes fréquences. C'est-à-dire, il porte son chapeau, ça siffle, là, tu diminues les hautes fréquences, donc en créant un programme particulier, ce qui fait que quand monsieur porte son chapeau parce qu'il sort, bien là, il met le programme en conséquence. Puis quand il enlève son chapeau, bien, il revient au programme automatique. On s'entend, là, c'est une situation extrêmement particulière parce que maintenant, les gestionnaires de Larsen, chez tous les fabricants, sont extrêmement efficaces. Évidemment, ils peuvent devenir trop efficaces si notre mesure elle est mal analysée. Par exemple, j'ai trop de coupures de haute fréquence parce que ma ventilation est trop grande. Donc, il y a plusieurs paramètres. Ça, je vous en avais parlé. Il faut l'analyser par rapport à la situation particulière qui va créer ce sifflement-là. Donc, c'est quand même, il faut le voir comme ça. Modification ou ajout d'abaissement fréquentiel. Donc, comme on l'a vu, on mesure toujours si notre abaissement fréquentiel il est nécessaire. S'il n'est pas nécessaire, normalement, on n'aura pas le type de problème d'en faire l'ajout, mais la perception du patient, c'est qu'il y a la diminution de l'audibilité des hautes fréquences, donc le bruit des feuilles, les consonnes. Donc, on va faire, si on a une diminution à ce niveau-là, ça pourrait arriver qu'on ait besoin, même si on n'en a pas besoin, d'en faire l'ajout pour diminuer juste un peu la perception des très hautes fréquences, là, le 6000 et 8000, le 6000 à 8000, puis de le ramener qu'il soit peut-être un petit peu plus audible. Ou si le patient se plaint que le son n'est pas naturel ou qu'on a de la distorsion, donc on va en diminuer l'effet ou carrément l'enlever. Donc, c'est important lorsqu'on se rend compte qu'on a besoin d'abaissement fréquentiel, qu'on le met en marche, bien que le patient, s'il nous dit « ça fonctionne bien, tout est beau, ça va bien », mais si le patient se dit « non, le son n'est pas naturel, ta voix a changé, ce n'est pas naturel, j'ai de la distorsion », bien, on va en diminuer l'effet. Donc, est-ce qu'on a besoin de le garder? C'est peut-être pas mauvais de le garder, même s'il ne nous semble pas efficace. Je vous ai déjà raconté l'histoire de ma patiente qui n'entendait pas le micro-ondes. J'ai mis de l'abaissement fréquentiel parce que dans son ancienne prothèse, il y en avait, pourtant, ce n'était pas audible et on entend le micro-ondes maintenant. Tu sais, l'audition, c'est un sens, c'est sensoriel, c'est une question de perception. Et des fois, l'oreille, ce n'est pas théorique. Là. Le patient me dit, ben, c'est ça qui se passe, ben, OK, je vous crois. C'est pas, même si théoriquement, ça ne marche pas, ça n'a pas de sens. Faut le voir comme ça. Fait que c'est vraiment de cette façon-là qu'il faut le regarder. Mais l'abaissement fréquentiel, théoriquement, lorsque j'en ai besoin, je le mets en place, je valide. Et si ça fonctionne bien, normalement, on va avoir quand même un effet qui est intéressant et qui va s'ajouter à ce qu'on peut placer comme ajustement dans la prothèse auditive. Une erreur qu'il ne faut pas faire, par contre,
c'est qu'on va voir certains orthoprothésistes qui vont faire, c'est qu'ils vont dire, ben, j'ai mis l'abaissement fréquentiel, j'ai fait un test de mot avec le patient, puis je n'ai pas eu d'amélioration, je l'ai enlevé. Ce n'est pas instantané comme effet. Si je n'ai pas de distorsion, j'en ai besoin, le patient trouve que ça fonctionne bien, c'est plutôt au contrôle post-prothétique qu'on va valider si ça fonctionne bien. Mais même si je n'ai pas un gros avantage, je vais en avoir un par le fait de l'avoir mis en place. Si je n'ai pas d'inconvénient, je vais le laisser en place. Si je n'en ai pas besoin, je n'en place pas, évidemment. Mais si je le place, puis je n'ai aucun inconvénient, puis le patient se sent bien, puis ça fonctionne, puis le patient ne note pas de particularité, je vais le laisser en marche. J'ai lu dans un rapport, pas dans un des vôtres, mais d'un rapport d'une stagiaire. Elle me disait, j'ai mis l'abaissement fréquentiel, j'ai fait une liste de mots, puis il n'y a pas eu d'amélioration. Oui, c'est parce que ce n'est pas instantané. Le patient, ça peut faire tellement longtemps qu'il a perdu ces fréquences-là, donc ça va prendre un certain temps avant que l'oreille soit stimulée correctement. Modification ou ajout de programme. Donc, évidemment, un patient actif qui fait face à de nombreuses situations d'écoute, on va augmenter le nombre de programmes manuels. Puis un patient peu actif fait face à peu de situations d'écoute différentes. Bien, soit s'il y a des programmes manuels, on va les diminuer ou on n'en mettra pas du tout. Et ça, il faut faire attention parce qu'il y a certains manufacturiers qui vont nous mettre des programmes manuels de façon systématique lorsqu'on va faire de la programmation de la prothèse. Entre autres, un programme téléphone. Phonak a ça. Phonak sont tannants pour ça. Puis il y a d'autres manufacturiers qui pourraient le faire, c'est-à-dire d'ajouter un programme manuel, mais sans qu'on le demande. Donc, soyez vigilants quand vous faites votre appareillage, de vous assurer soit de désactiver le bouton programme ou d'enlever ce programme-là si le patient n'a pas mentionné de difficulté. Parce que si le patient pèse sur le bouton de la télécommande ou de sa prothèse, et là, il va te dire, bien là, ça a fait bip, j'entendais moins bien, puis là, je ne comprends pas pourquoi. Puis là, le lendemain, ça s'est mis à fonctionner comme il faut. Vérifiez s'il n'y a pas un programme manuel d'ajouter systématiquement par le logiciel du fabricant alors qu'on n'en a pas besoin. Phonak est comme ça, là, puis Unitron ne l'est pas, mais Phonak l'est. C'est un peu tannant. Je ne l'ai pas noté chez d'autres manufacturiers, mais il faut être vigilant. Là. Souvent, avec le programme téléphone, ils disent « Ah, ben ils en ont besoin », comme Phonak dit ben, « L'abaissement fréquentiel, il faut le mettre tout le temps. » Ben non. Donc, il faut quand même ajuster, il faut valider tout, c'est quand même important. Donc, comme on peut voir, là, on a tout ce côté-là, de voir quelles sont les implications des changements qu'on va faire selon différents algorithmes. Et par rapport au plan, il faut toujours le voir dans un contrôle post-prothétique, c'est-à-dire que le patient se présente en contrôle post-prothétique et te dit, ben, il se passe telle chose, telle chose, telle chose, telle chose, de faire des liens entre eux et d'appliquer les modifications. Donc, le déroulement d'une rencontre de façon générale, ça se passe quand même, ben, on souhaite la bienvenue à la personne. Bonjour, monsieur, comment allez-vous? Je me présente. Ben, non, je ne me présente pas parce que ça fait 2 semaines que vous l'avez vu. Puis là, on pose une question ouverte. On ne demande pas est-ce que ça s'est bien passé avec vos prothèses? Il va prendre oui ou non. Comment ça s'est passé avec vos prothèses auditives? Il ne va pas dire oui. Il va dire ben, puis là, il sort la liste ou non. Ben, si tout va bien, ben, on va évidemment revoir les principaux concepts au niveau de la pile, de l'entretien, de la mise en place, de la télécommande, de l'application, du chargeur, des aides techniques si jamais il y en a, du data logging. C'est quand même important de voir l'utilisation qu'il en a fait, de valider tout ça, mais si tout va bien, il n'y a pas de problème en particulier. Il n'y a pas joué avec le volume de la télécommande, tu as lu le data logging, il n'y a pas de modification de volume. Ben là, on revoit pour être sûr. Au changement de la pile, comment ça s'est passé? D'habitude, on va voir le patient au bout de 2 semaines pour qu'il ait au moins changé la pile une fois. Ensuite, on va lui demander pour la mettre en place, comment ça se passe, ça va bien? La détection des sons par rapport à la sonnerie de porte, la sonnerie du téléphone, à la télévision. Selon le COSI aussi, on va le compléter avec lui. Donc, s'il y a des prothèses rechargeables, le chargeur, vous n'avez pas une misère. L'entretien, s'il y a des capsules dessicantes, par exemple, ou s'il y a un dry aid. On va tout revoir l'entretien, tout revoir les principaux concepts, les différences gauche-droite, vous n'avez pas de difficulté. Non, ça va. On revalide. Parce que si le patient nous dit oui, tout va bien, ça fait 3 minutes que tu es assis dans le bureau, c'est un peu embêtant. Là, tu revois tout. Alors, je vais brancher votre prothèse, je vais lire. Ça prend le temps. C'est d'habitude, au contrôle post-prothétique, on va avoir quoi, une demi-heure de rendez-vous? Ben, prenons-en 15-20 pour être sûr de faire le tour comme il faut, pour être sûr que le patient, qu'on n'ait pas échappé quelque chose ou que le patient n'ait pas échappé quelque chose. Il va dire tout va bien, mais
c'est par rapport à l'application. Ah oui, c'est vrai, il y avait telle question. Tu sais, lui rappeler qu'il y a peut-être des questions qu'il n'a pas notées. Parce qu'il faut comprendre qu'à la livraison de la prothèse auditive, on a fait nos ajustements, on a toutes vu les notions de mettre en place différence gauche-droite, l'entretien, la pile, le changement du cérustop. On a tout vu ça, changement du parcérumen. On a tout vu ça. Mais c'est important de dire aux patients, s'il y a des difficultés, notez-les sur un papier. Étant donné que la mémoire est une faculté qui oublie, lorsqu'on va se revoir, là, vous allez pouvoir me donner les différentes difficultés. Il y a des patients qui ne le notent pas. Donc, c'est à nous de refaire la liste, là, de dire la pile, ça va, l'entretien, le parcérumen, l'avez-vous changé? Puis là, il va dire non, puis pour le changement, oui, ça va, le petit bâtonnet, on change, parfait. C'est juste de revalider tout ça. Tu sais, le contrôle post-prothétique, oui, c'est pour régler les problèmes, mais c'est une revalidation que le patient va avoir et ça nous permet avec lui de compléter le COSI. Non, vous savez, au début, quand on s'est rencontrés à la sélection de la prothèse, vous m'avez mentionné telle chose. Par rapport, puis là, de quantifier l'amélioration. Et ça, c'est intéressant. Quand le patient note très fort, alors que dans certains patients, s'il y a peu de changements, là, il faut l'évaluer en conséquence. Il y avait, souvent, un patient très actif va avoir plusieurs situations. Un patient peu actif ou avec un IMDS qui est faible, pas nécessairement, je ne veux pas dire que les gens qui ont un IMDS faible ne sont pas actifs, mais étant donné qu'ils ne comprennent pas bien la parole, ou qui la décode mal, ben c'est sûr que ça devient un peu plus compliqué. Et on complète le COSI, on voit avec le patient les améliorations et on revoit le patient dans 6 mois. À moins qu'on ait un besoin spécifique, on le revoit avant, mais d'habitude, d'emblée, c'est qu'on le revoit à 6 mois. Donc, évidemment, sinon, prendre les difficultés une par une, de faire des liens entre elles, puis de proposer des solutions. Et normalement, évidemment, on va faire les ajustements. On va soit faire du counseling par rapport aux difficultés, puis c'est des difficultés importantes. De proposer des solutions, ça peut être que du counseling, ça peut être des ajustements, ça peut être à plusieurs niveaux de revoir le fond. Il ne s'est pas servi de la télécommande alors qu'il en aurait eu besoin, donc de counseling sur l'utilisation de la télécommande. Donc, et moi, honnêtement, ce que je fais, surtout si les difficultés sont importantes à plusieurs niveaux, je revois le patient 2 semaines plus tard. De ne pas le laisser partir 3, 4, 5, 6, 8 semaines, 2, 3 mois pour éviter qu'il ne porte pas la prothèse. Évidemment, si le patient n'a pas porté sa prothèse auditive pour différentes raisons, je vais le voir beaucoup plus tôt ou je vais l'appeler au bout d'une semaine pour voir comment ça se passe. Parce que dites-vous, le but dans tout ça, c'est qu'il porte ses prothèses auditives. S'il ne les porte pas, les dommages sont plus importants de ne pas porter les prothèses que de les porter. Donc, c'est important. Donc, on revoit le patient. Donc, on a un contrôle post-prothétique 2. On revoit les difficultés qu'il y avait et valider si c'est réglé. Si c'est oui, on revise quand même les principaux concepts au niveau de la télécommande, la détection des sons, s'il y a une télécommande, au niveau de l'entretien, au niveau de la mise en place, au niveau des piles. Et souvent, dans la très vaste majorité, au contrôle post-prothétique 2, ils vont dire non, là, ça va bien, je manipule bien, je n'ai pas de misère à les mettre. Et là, on va compléter le COSI avec lui, on refait le tour par rapport à la pile, parce que là, ça veut dire qu'il a sa prothèse depuis 1 mois, il a minimalement changé de pile, il l'a entretenu, ça se peut qu'il ait changé le parcérumen. Donc là, on revoit, on complète le COSI, et si tout va bien, si on juge comme audioprothésiste que tout va bien, on revoit le patient dans 6 mois, ce qui est tout à fait normal. Dans de très rares exceptions, dans certains cas plus spécifiques, plus particuliers, là, on va avoir, s'il y a des difficultés qui persistent, on va réajuster la prothèse. Là, on pourrait ajouter des programmes manuels, ajouter des aides techniques, un microphone déporté, par exemple, un système pour la télévision, un téléphone amplifié, des choses comme ça. Et là, tout dépendant des difficultés, on va revoir le patient dans 1 ou 2 semaines pour être sûr que là, il va avoir un suivi un peu plus serré. Au contrôle post-prothétique 3, donc là, voyez-vous, là, ça va faire 5-6 semaines que sa prothèse auditive. Revoir les difficultés et valider si c'est réglé. Si c'est réglé, parfait, on voit les différents concepts, être sûr, là, il a changé de pile au moins 2-3 fois, il a probablement changé le cérustop, l'entretien, juste pour revalider avec le patient, de s'assurer qu'il maîtrise tout, qu'il maîtrise bien la gauche de la droite si on avait une difficulté de différencier de la gauche de la droite. Si c'était l'entretien, le parcérumen était souvent bloqué, donc de revoir, donc de s'assurer qu'on revoit tout et qu'il est confortable avec la prothèse et qu'il est, qui est autonome finalement, qu'on le laisse aller. On complète le COSI avec le patient à ce moment-là, puis on revoit le patient dans 6 mois.
Mais ça se pourrait que là, au contrôle post-prothétique, il y a encore des difficultés. Et là, il faudrait peut-être revoir les attentes du patient, donc de ramener le COSI et de lui dire, bien là, vous m'aviez parlé qu'on avait telle situation, vos attentes, est-ce que, puis là, de vraiment, là, il faut faire un contrôle post-prothétique, je dirais, pas plus sérieux, c'est pas qu'on ne fait pas notre job sérieusement, c'est pas dans ce sens-là, mais c'est vraiment de le patient de dire, OK, là, ça fait 6 semaines que vous avez la prothèse, ça ne fonctionne pas, puis là, vous me parlez. Là, êtes-vous sûr que vous, êtes-vous sûr? On ne le dit pas comme ça au patient, là, mais de s'assurer qu'il comprenne bien ce qu'une prothèse d'outil fait puis ne fait pas. Donc, de dire par rapport à ses attentes, par rapport à ce qu'elle s'attend des prothèses auditives, d'autant plus si c'est un patient qui a acheté une prothèse haut de gamme, peut avoir des attentes qui sont très, très élevées par rapport à la fonctionnalité de la prothèse, mais de ramener ses attentes. Là, on a peut-être un problème par rapport à ce que la prothèse auditive. Et évidemment, il y a toujours le piège, qui ont toujours un chum, qui ont une prothèse qui est plus petite puis qui entendons bien. Lui, pourquoi je n'ai pas été voir cet audioprothésiste-là? Ça va vous arriver, ça arrive à tous les semaines. C'est pas parce que, puis là, évidemment, tu ne connais pas le patient, tu ne sais pas quelle prothèse qu'il a. Puis là, ils disent, oui, c'est la régie qui a payé, puis ils pensent qu'ils ont payé un CIC, alors que c'est le patient qui l'a acheté lui-même. Tu sais, les patients ont des infos, interprètent les infos, et c'est ce qu'on, comme nous autres, on appelle le téléphone arabe. Là. Tu sais, ça passe d'une personne à l'autre, puis rendu à la 4e personne. Ben, tu sais, au début, tu te dis que la chèvre était noire, puis à la fin, c'est que le poulet au barbecue était bon. Tu sais, le message est complètement différent. Tu sais, t'as pas. Il faut faire attention de ramener, puis de toujours, tu sais, de recevoir le commentaire que le patient te fait. Puis s'il te parle, ah, mais ma voisine, elle était à telle place, elle a tel modèle, ça fonctionne donc bien, tu le reçois, mais tu le mets rapidement de côté. Tant dire à la patiente, oui, mais je ne connais pas sa surdité, je ne connais pas le modèle de prothèse qu'elle a. Tu sais, parce que là, ils peuvent te dire n'importe quoi. Ah, elle n'a pas payé cher, si, ça, machin, bidule, puis là, ils peuvent te beurrer ça grand. Tu sais, de ne pas embarquer dans ce jeu-là parce que vous allez perdre un temps fou, alors que tu ne contrôles aucune information qui est donnée. Donc, c'est quand même important à ce niveau-là. Donc, on ne lui redonne pas une oreille normale. Tu sais, quand on parle des attentes, là, de revalider l'utilisation de la prothèse avec le COSI, pourquoi, de revoir les différents concepts, de compléter le COSI avec cette personne-là à ce moment-là. Puis sinon, bien, évidemment, de compléter le COSI, mais évidemment, si on a une personne qui est en difficulté cognitive, qui a quand même un déficit cognitif, là, il faut impliquer la famille beaucoup plus, mais fort probablement que la famille s'est impliquée dès le départ. Donc là, on va avoir besoin de soutien un peu plus. Mais c'est toujours de voir dans les patients qui ont des attentes irréalistes aux prothèses, même si à la sélection de la prothèse, on a ramené ces attentes, bien, des fois, ils persistent dans ce schéma-là. Et il faut le ramener que ça ne redonne pas une oreille normale. C'est souvent de ramener ça, de valider les concepts de ce que ça fait une prothèse auditive. Là, souvent, on ramène le patient et là, on va voir. Là, peut-être qu'on a besoin d'y donner un peu plus de temps que le revoir dans 2 semaines. Mais là, on le reverra peut-être dans 2-3 mois, par exemple, au lieu de le revoir dans 6 mois pour un contrôle semi-annuel. On pourrait faire, par exemple, un suivi téléphonique dans 1 mois et demi, par exemple. Le téléphone, ce n'est pas long, ça prend 5-10 minutes. Là. C'est pas, souvent, 2 patients, on est capable de faire ça. Ce qui va nous permettre d'assurer un suivi avec le patient pour s'assurer qu'elle l'apporte. Évidemment, il y a une chose qu'on ne contrôle pas. Le patient qui vient à cause de son conjoint, sa conjointe, puis qui n'est pas prêt à porter des prothèses. C'est sûr qu'on pourrait faire 14 contrôles post-prothétiques, il n'apportera pas plus. Il n'est pas prêt, mais il est venu pour fermer la boîte à sa conjointe ou à son conjoint. Ou à la famille, ça va arriver. Donc là, on va épauler le patient, on va lui dire, là, tu sais, quand on a détecté ça, on va peut-être le revoir dans 3 mois ou dans 6 mois pour lui dire comment ça s'est passé avec les prothèses. Ah, ouais, là, je me rends compte que j'en ai besoin un peu plus, je les porte. Parfait. Il y a comme, tu sais, là, on recommence, puis on y va. Des patients, des fois, on va au bout d'1 an, 1 an et demi, puis on n'a pas porté la prothèse, mais là, ils sentent qu'ils en ont le besoin. Parfait, on repart. C'est bon, on est fini par les gagner à la bonne cause, puis c'est pas mauvais. Il ne faut pas perdre espoir. On ne peut pas sauver tout le monde. Il y a des irréductibles. Ils sont venus chercher la prothèse parce que madame chialait après. Puis monsieur a dit, gars, j'ai ma prothèse, là. C'est beau, ta gueule. Puis je la mets dans le tiroir, puis je ne l'apporte pas. Puis c'est. Évidemment. Puis il ne faut jamais se placer en arbitre. Il ne faut jamais se placer entre Germaine et Roland. Ce n'est pas une bonne idée. Ce n'est pas de prendre le parti de Germaine ou de prendre le parti de Roland. Ce n'est pas une bonne idée. C'est pas. Tu t'expliques. Tu dis, oui, je comprends tout ça, mais tu essaies de mettre Roland de ton bord puis Germaine aussi en même temps. Un, tes méthados, c'est la pire affaire, puis d'apprendre juste d'un bord, ce n'est pas une bonne affaire non plus. Mais ce n'est pas fréquent. Tant mieux, mais ça va vous arriver. Il faut le dealer tout simplement. Puis on fait dans la relation d'aide, je comprends ce que vous me dites, je reçois ce que vous me dites et tout ça,
C'est dur de ne pas utiliser le « mais », de ne pas personnaliser. On essaie de ne pas utiliser le « mais », parce que le « mais », souvent, certaines personnes… Tu vois, je comprends ce que vous me dites, mais quand tu dis « mais », là, la personne se sent comme « bon, qu'est-ce qu'ils vont me dire? Ça ne fonctionne pas, il n'y a pas… » Je comprends ce que vous me dites. Il faudra regarder différents… C'est dur de ne pas utiliser le « mais », quand on l'utilise souvent. Mais mettre la personne, je comprends ce que vous me dites. L'utilisation que vous faites de la prothèse n'est peut-être pas optimale. Vos besoins, on va les regarder à nouveau. On essaie de mettre la personne de notre bord. C'est vraiment de cette façon-là. On va l'accompagner à travers ça. Tu sais, comme audioprothésiste, on est là pour accompagner la personne. Donc, est-ce que vous avez des questions par rapport au contrôle prothèse? Je ne sais pas si Roxane Bernier, ça répond à ta question, parce que tu m'en avais parlé la semaine passée. Je ne sais pas si ça répond à tes questions. Tant mieux si c'est le cas. Si ce n'est pas le cas, c'est au fur et à mesure que vous allez le voir, honnêtement. Puis le contrôle post-prothétique évolue au rythme de l'évolution des prothèses auditives en même temps. Donc, et surtout, de revoir les attentes du patient surtout avec des prothèses RAMQ, par exemple, des patients qui sont appareillés en monoral, unilatéral, alors qu'ils auraient besoin de prothèses dans les deux oreilles. Donc, de revoir les attentes, il faut toujours le moduler en conséquence de ce qu'ont les patients. C'est pas, écoutez, moi, j'ai un patient que j'ai vu en contrôle post-prothétique la semaine passée. Il me disait, ouais, avec mon ordi, il y a un délai avec le Bluetooth. Ouais, je ne peux pas faire grand-chose. Avec le TV connecteur, il n'y en a pas. Mais avec son ordi, parce qu'il joue en ligne, puis c'est des courses d'auto, il y a un délai. Je peux comprendre, ça peut être un peu chiant quand il y a un délai. Là. Mais ça, je ne peux pas y faire grand-chose. Puis le patient, il y a des patients qui ont des besoins ou qui, comment je pourrais dire, ce n'est pas des besoins, mais ils ont des attentes par rapport aux prothèses ou des désirs par rapport aux prothèses. Ce n'est même pas des attentes. Tu sais que peut-être que la prothèse va faire que, mais quand mon char ne fonctionne pas bien, s'il y a un cling-cling en arrière, ben, tu sais que la directionnalité, le focus va aller le chercher. À un moment donné, la prothèse auditive, à la base, c'est pour lui faire mieux entendre la parole dans une situation calme, puis d'augmenter son intelligibilité de la parole quand son IMDS est correct. Là, j'ai de la connectivité Bluetooth, j'ai du rechargeable, c'est de la connectivité directe avec son téléphone. Bien là, il me disait, ouais, mais l'application, ouais, mais ton application, avec lui, j'avais utilisé, avec ce patient-là, j'avais utilisé, vous savez, si le téléphone est compatible, on a ça chez Unitron, on a ça chez Phonak, par exemple, si c'est compatible. Le Bluetooth est compatible, mais pas l'application. J'ai dit, je vous l'avais dit que votre téléphone était trop vieux. Ouais, mais j'ai essayé. Puis là, il va toujours essayer de trouver. Tu sais, un patient un peu techno, tu sais, qui est très équipé, ouais, change ton téléphone, puis c'est pas, ça va déjà être mieux. C'est pas vrai. J'ai essayé d'installer la nouvelle version, ça ne fonctionne pas. Ben, c'est pour ça, parce que l'application ne fonctionne pas. Et là, on est rendu beaucoup plus loin. Ce n'est pas que juste la fonctionnalité spécifique de la prothèse. Donc, le rapport de préappareillage 1, remise aujourd'hui de 18 heures, donc important. Je sais qu'il y en a, je sais que Derek, Marianne me l'a envoyé dans le système. N'avez-vous fait une copie papier? Oui, OK. Vous me la remettrez tout à l'heure. Au lieu que je l'imprime, que j'en ai deux, tu ne m'en as pas fait, Derek? OK, c'est bon. Je pourrais l'imprimer, ce n'est pas un problème. Qui c'est qui me l'a remis aussi à part ça? Je pense qu'il y a 3-4 personnes. Je peux te l'imprimer tantôt, par exemple, Patrick, s'il n'y a pas de trouble. Oui, mais je peux l'imprimer au lieu que tu gaspilles tes crédits d'impression. Je peux l'imprimer ici au cégep. Là, moi, je pense que j'ai 48 000 copies. Oui, Félix. Oui, c'est vrai. Il en ajoute à chaque année. Je n'utilise pas tant. Oui, Félix? Oui, j'avais une question. En fait, dans le rapport, ça disait de faire imprimer. Est-ce qu'on devait vraiment le faire imprimer ou… Là, si vous tu me l'as déposé dans Colnet. Oui. Pour ceux qui l'ont imprimé, donnez-moi la copie. Pour ceux qui ne l'ont pas imprimé, je les imprimerai pour en faire la correction le week-end prochain. Parfait, merci. Bienvenue. Donc, le rapport de préappareillage remise aujourd'hui. L'examen théorique final, comme je l'ai dit tantôt, 17 mai 2021, évidemment, à distance, à 13h30, livre fermé. L'examen va ressembler au dernier examen. Donc, évidemment, il n'y aura pas de correction de groupe. Je vais faire la correction. Pensez à deux choses. Là, vous avez fait le rapport 1 parce que j'avais retardé la date parce que les labos étaient fermés en début de session. Évidemment, la remise du dernier rapport, je ne me souviens plus, je pense que je l'avais mis le 17 mai ou le 10 mai, je ne me rappelle plus, là, dans le… C'est-tu le 10 mai? Ça se peut. Je ne me rappelle plus. Oui, c'est 10 mai, je pense. 10 mai. Donc, n'oubliez pas, c'est le 10 mai.
Et vous allez avoir aussi la dernière impression à remettre le 3 mai. Donc, l'impression 5, pensez-y, vous avez à la remettre le 3 mai. Le rapport 2, rapport 2, donc le 10 mai. Donc, ça va être important de le rendre aussi. À part ça, puis nos 2 examens finaux, 10 et 17. Donc, pensez que le 10, tout est remis. Le 17, vu que c'est à distance, je ne serai pas au cégep cette journée-là. Je vais être dans mon bureau à la maison, donc 13h30. Et à livre fermé, comme on a fait nos examens cette session-ci. Oui, Jonathan? Malgré la correction. Excuse-là, ton microphone est fermé, Jonathan. Excuse-moi, il est ouvert et fermé. Oui. Malgré la correction de la semaine dernière, est-ce qu'on va pouvoir voir nos examens avec ta correction? Ben, je vous dirais que vous êtes arrivé pas mal pile sur vos copies. Là. Si vous voulez voir, venez me voir, là, mais Okay. on est pas mal aux résultats que vous avez mis. Là. À part ceux qui avaient peut-être certaines interrogations parce qu'ils ne savaient pas comment corriger, je les ai corrigés, là, mais sinon, je vous dirais à 90 % je suis arrivé à la même correction que vous. Ben juste, il y en a une couple justement où je n'étais pas certain. C'était On va voir tantôt, il n'y a pas de problème, on pourra le regarder. Mais sinon, les autres, je suis arrivé pas mal à la même correction que vous aviez fait. Si vous avez des interrogations, gênez-vous pas. Je me suis amusé, j'ai corrigé ça au marqueur orange. Fait que j'ai fait des ratures orange. J'ai confirmé vos notes que j'ai retransmises sur 5 que j'ai placées dans la. Si vous avez des questions, venez me voir. Gênez-vous pas, là, ça va vous faire plaisir, il n'y a pas de problème. Je les ai avec moi. Oui, Patrice? Fait que l'examen final va être beaucoup plus justement sur le suivi post-prothétique, par exemple. Ben, ça couvre il il va en avoir sur le suivi, mais ça couvre toute la session. OK, donc autant sur les logiciels. Oui, peut-être, mais comme la dernière fois, entouré, mettons, je vais te donner un exemple. Le patient se plaint que la voix est écho, puis je te mets une capture d'écran d'un logiciel. Quelle zone fréquentielle vous devriez ajuster, entourer l'appareil. Okay. Je ne te demanderai pas comment s'appelle le logiciel dans tel. Ce n'est pas super pertinent. Je pourrais te demander d'analyser un RECD. Voici un RECD, ben, quelle influence ça va avoir, par exemple, sur le gain que tu vas mettre dans la prothèse. Puis mettons, c'est un RECD d'une grande cavité mastoïdienne où tu as un canal beaucoup plus gros en basse fréquence et beaucoup plus petit en haute fréquence. Ben, par rapport à la norme, ben, je vais avoir beaucoup plus de gains en basse, beaucoup moins en haute, par exemple. Ça va être plus ça. Non, en fin de compte, oui, les logiciels, c'était important qu'on les voit pour que vous puissiez voir la différence. Mais somme toute, si on le regarde de façon relativement objective, ce n'est pas du pareil au même, mais il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de ressemblances. Puis de toute façon, ce que je vous montre aujourd'hui, ben moi, dans un an, quand je vais redonner le cours, ça va être différent parce qu'il va y avoir la plateforme va avoir légèrement changé, les modèles vont avoir changé, il va y avoir. Ce cours-là est en constante évolution, à part chez Sonic et chez Bernafon, parce que les autres, ça n'évolue pas. Mais chez tous les autres, c'est vrai, mais chez tous les autres, ils ont tout changé. Les prothèses, l'année passée, le cours était sur Marvel. Je suis rendu à Paradise chez Phonak. On était sur la Livio l'année passée chez Starkey, on était sur la Livio Edge AI. Fait que, ça a tout évolué. Fait que, les algorithmes changent de nom, la facture visuelle change. Fait que c'est pas. Fait que ce que je vous ai montré là, puis c'est pas l'année prochaine, bien, vous allez finir l'an prochain, vous allez commencer à pratiquer, bien, il va y avoir une évolution de toute façon. Fait que, mais c'est important de les voir puis de savoir comment manipuler les prothèses. OK, je la branche, de le faire comme ça, c'est quand même important à cet égard-là. Mais évidemment, il va y avoir du contrôle post-prothétique. Il va y avoir, le patient se plaint aux sensations de telle chose, bien, qu'est-ce que vous allez faire? Puis pensez qu'à l'examen pratique, ben, qu'est-ce qu'on a fait dans les derniers laboratoires? Je vous ai donné, je vous donnerais par exemple, prenez une prothèse ou prenez tel modèle de prothèse, je veux que vous me fassiez un NC, je veux que vous ajustiez aux cibles. Le patient revient en contour. Aux sensations, il se plaint de telle affaire, ben, réajuster selon aux sensations imprimées. C'est pour ça que vous avez besoin de beaucoup de crédits d'impression parce que ensuite de ça, il revient au contrôle post-prothétique, il se plaint de telle chose, quelle modification vous allez faire, imprimer, puis ajouter, puis le patient veut avoir telle chose, ajouter des programmes et imprimer. Par exemple. Vous allez avoir. C'est sûr qu'il va y avoir des ajustements de prothèses, vous allez avoir des modifications d'ajustement de prothèses à faire.
puis il va y avoir des ajouts de programme ou des trucs comme ça, des manœuvres que vous allez avoir à faire sur la prothèse auditive. On a fait le premier examen pratique, c'était un ajustement de prothèse et vous aviez des modifications, vous aviez des manœuvres à faire, d'ajouter des programmes. Là, on va ajouter l'aspect contrôle post-prothétique. On va le faire en séquence. Puis c'est des ajustements de prothèse que vous allez avoir à faire. C'est ça qu'on a fait durant la session. Je ne vous demanderai pas une prise d'impression, on l'a évalué 5 fois durant cette session-ci. Les rapports de préappareillage, de prendre des RECD, de prendre des trucs comme ça, vous l'avez fait. Mais là, le valider dans un examen pratique. On va, du côté théorique, on va mesurer de façon théorique des concepts qui sont pratiques. Le cours ajustement, c'est très pratique. Mais il y a une partie théorique qu'il faut bien saisir et bien connaître et bien d'être à l'aise avec pour pouvoir en expliquer les concepts. Fait que ça va être le même style d'examen qu'on a eu, que vous avez eu à la dernière. Voyons, au dernier examen, excusez. Ça va? Parfait. Donc, vous avez bien pris en note. Dernière impression, 3. Deuxième rapport, 10. Aujourd'hui, rapport 1, que je vais m'empresser de corriger ce week-end. Donc, pour ceux que j'ai déjà vus, que j'ai donné la correction du rapport, et pour les autres qui vont me donner leur rapport, je vais le corriger. Si vous voulez avoir votre correction du premier rapport, au prochain cours, vous pouvez venir me voir et on pourra regarder ensemble, parce que le prochain cours, c'est vraiment la dernière matière qu'on voit, laboratoire qui est en conséquence. Puis ensuite de ça, on va, vous pouvez venir me voir pour la correction du rapport. Oui, Patrice? Oui, bien c'est ça. On peut te voir pour la correction du rapport 1. Oui. Pour ceux qui ne l'ont pas fait, si vous voulez. Oui, c'est absolument, c'est pas un problème. OK, cool. On ne s'était pas vu, Patrice, pour ça, non? Pour la correction du rapport, non? Ouais, OK, bon, c'est beau. Est-ce que je l'ai fait, mais tu n'étais pas venu me voir, c'est ça? Il est corrigé. OK, mais tu n'es pas venu me voir. Tu viendras tantôt, ça me fait plaisir, pas de problème. Super. Il n'y a pas de. Non, parce que ça va vous permettre de voir les parties que vous avez améliorées, parce que fort probablement, vous allez mettre le rapport 1, mais le rapport 2, il doit être pas écrit, mais presque. Il doit être vous avez probablement toute la matière que vous avez besoin pour pouvoir le mettre ensemble. Donc, c'est important que, pour ça que je vais m'empresser en fin de semaine de le corriger pour ceux qui vont me le remettre aujourd'hui pour que vous puissiez apporter les améliorations pour le rapport numéro 2 qui est à remettre le 10. C'est bon? D'autres questions? Commentaires? Non, ça va? C'est beau? Donc, il fait beau aujourd'hui, la route est sèche. Pour ceux qui en prennent la route, soyez prudents. Ils ne vendent pas tant aujourd'hui, c'est moins pire que la semaine passée. Donc, soyez prudents sur la route. Pour ceux qui sont déjà au cégep, vous aurez des études à faire ou quoi que ce soit. On arrive à la fin de la session. Je sais que c'est un moment qui est chargé pour plusieurs d'entre vous. Donc, prenez le temps. Allez prendre une marche après-midi. Il fait beau, en tout cas, avant de recommencer le labo, pour ceux que le labo est à midi. Sinon, on se revoit tous à midi tout à l'heure. C'est bon? Good. Salut tout le monde.